Un dispositif antique, comparable à un ordinateur, est resté immergé et inerte durant des millénaires. Lorsqu'il fut exhumé au début du XXe siècle, on le prit à tort pour un insignifiant assemblage de bois et de métal. Ce n'est qu'après une analyse rigoureuse que la machine d'Anticythère ébranla notre vision des anciens Grecs, ainsi que celle de leur compréhension du ciel. Peut-on véritablement parler d'un ordinateur? Tout dépend de la définition que vous en donnez. L'on sait que le premier appareil mécanique de ce genre fut conçu en 1822, avec pour seule fonction d'assister dans des calculs élémentaires. Le mécanisme d'Anticythère, quant à lui, ne dispose ni d'écran ni de clavier. Il se compose de 3 fragments de bronze finement travaillés, des engrenages, semblables à ceux d'une horloge, et un anneau gradué rappelant un rapporteur. Aucun autre objet comparable ne remonte à une époque aussi reculée. Ce n'est qu'après l'invention des rayons X que les chercheurs purent commencer à percer les secrets de cet artefact. Ils découvrirent bientôt que le mécanisme d'Anticythère servait sans doute à observer la trajectoire des astres. Son fonctionnement reposait sur un réseau complexe de petits engrenages, dissimulés dans un coffret de bois. Non pas pour mesurer l'heure, mais pour anticiper les phénomènes célestes. Il offrait à son utilisateur une vision inédite de la position du Soleil, de la Lune et des planètes à un moment donné. L'actionnement d'un bouton suffisait à le mettre en marche, révélant la danse des corps célestes. L'un des aspects les plus énigmatiques de cet objet est la présence de ces curieux pointeurs planétaires. Aujourd'hui, il est admis que les mouvements des planètes s'expliquent par leur orbite autour du Soleil. Or, certains soutiennent que les astronomes grecs de l'époque n'auraient pas atteint un tel degré de connaissance. Quelques penseurs de la Grèce antique avaient bien formulé l'hypothèse d'un Soleil occupant le centre de l'univers connu. Toutefois, cette idée resta marginale. Et pour cause, si la Terre tourne sur elle-même tout en gravitant autour du Soleil, pourquoi n'en ressentons-nous aucun mouvement? Il est possible que certaines pièces du mécanisme d'Anticythère reposent encore au fond des eaux, et que d'autres aient disparu à jamais. Dès lors, la finalité de cet instrument pourrait demeurer à jamais hors de notre portée. La version officielle concernant la première pile, elle aurait été inventée aux alentours du XIXe siècle. Ce dispositif reposait sur une alternance de disques de cuivre et de zinc, séparés par un morceau de tissu, le tout plongé dans un composé chimique permettant la conduction électrique. Pourtant, certains archéologues affirment avoir exhumé une pile 10 fois plus ancienne, connue sous le nom de pile électrique de Bagdad. Il se pourrait donc que les prémices de cette technologie aient discrètement traversé les âges sous nos yeux. De prime abord, la pile de Bagdad pourrait aisément passer pour un simple pot d'argile. Ce qui la distingue, ce sont ses composants. Un agencement d'éléments insolites enchâssés les uns dans les autres. En son sein se trouvait un cylindre de cuivre entourant une tige de fer, laquelle aurait traversé le couvercle du vase. L'artiste archéologue à l'origine de cette découverte singulière n'a jamais rédigé de rapport détaillé sur le contexte, le lieu ou les circonstances exactes de sa trouvaille. Toutefois, la théorie la plus répandue voudrait que cet objet ait été mis au jour dans la région de l'actuel Bagdad, en Irak. Un autre point sur lequel la plupart des experts s'entendent, cette batterie remonterait à l'ancienne cité de Ctésiphon. Son âge demeure néanmoins incertain. Certains estiment qu'elle date de plus de 2 millénaires, d'autres lui attribuent une ancienneté d'à peine 14 siècles. Même selon cette estimation la plus récente, elle précède de loin l'invention officielle de la pile électrique, qui ne remonte qu'à quelques centaines d'années. En l'absence de toute archive traitant de l'artefact, il est possible que nous ne découvrions jamais sa fonction. Mais alors, d'où vient l'hypothèse selon laquelle il s'agirait d'une pile? Cette interprétation repose sur la présence de 2 métaux, au potentiel électrochimique distinct, un principe fondamental dans le fonctionnement des batteries. On a également relevé des indices suggérant que ce récipient contenait autrefois une solution ionique, agissant comme électrolyte, l'élément essentiel au transport du courant électrique dans toute pile. L'analyse des traces de corrosion sur le pot suggère qu'il aurait pu renfermer un liquide proche du vinaigre. Même en admettant qu'il s'agisse bien d'une pile archaïque, elle n'aurait produit qu'un faible courant, 1 volt tout au plus. Les civilisations anciennes ne disposaient ni de téléviseurs, ni d'appareils ménagers, alors pourquoi auraient-elles eu besoin de batteries? De nombreuses théories ont vu le jour. À travers les âges, diverses cultures ont expérimenté les propriétés curatives de l'électricité. Les Grecs, par exemple, apaisaient certaines douleurs en posant des anguilles électriques sur leurs pieds. Une autre hypothèse fascinante avance que ces piles auraient été dissimulées dans des statues afin d'y provoquer un léger bourdonnement, conférant ainsi une aura mystique au rituel spirituel.
Certains suggèrent également que ce dispositif aurait servi au plaquage de métaux, notamment pour dorer des objets, une technique courante chez les bijoutiers d'autrefois. Et s'il ne s'agissait pas d'un générateur d'électricité, peut-être n'était-ce qu'un contenant destiné à protéger des parchemins. Dans ce cas, la tige de fer aurait joué le rôle d'axe, autour duquel on aurait enroulé le manuscrit avant de l'introduire dans le cylindre de cuivre. Dans d'autres régions du globe, c'est une modeste pièce de monnaie qui semble avoir défié les lois du temps. En 1957, un archéologue amateur fit une découverte intrigante dans le Maine états-unien. Un fragment métallique qu'il prit d'abord pour une banale pièce anglaise du XIe siècle. Ce n'est que 2 décennies plus tard, en 1978, qu'un magazine local décida de publier un article à son sujet, intitulé « Les Anglais ont-ils été les premiers à découvrir l'Amérique ?» Un expert londonien en numismatique, après un simple coup d'œil, comprit que la pièce n'avait rien d'anglais. Il s'agissait, selon lui, d'un penny scandinave datant de la fin du XIe siècle. Mais comment une monnaie viking aurait-elle pu aboutir dans le Maine? Un spécialiste norvégien, venu examiner la pièce de près au musée d'État du Maine, confirma son authenticité. Le mystère reste entier quant à la façon dont elle y est parvenue. Certains pensent qu'elle aurait circulé de main en main au gré des routes commerciales, jusqu'à atteindre les rivages nord-américains. D'autres évoquent la possibilité d'un ancien peuplement viking encore inconnu. Mais quelques sceptiques soulignent des zones d'ombre. L'homme qui a trouvé la pièce entretenait des relations qui auraient pu lui permettre d'acquérir un penny norrois par des moyens détournés. Il faut aussi rappeler que, durant la même période, de nombreux canulars liés aux Vikings circulaient. Pourtant, l'idée que des navigateurs nordiques aient exploré l'Amérique n'est pas née d'hier. Les sagas islandaises l'évoquent depuis longtemps. Ce n'est qu'à la suite de la mise au jour d'un site archéologique à Terre-Neuve que cette hypothèse commença à être prise au sérieux. Cela dit, cette découverte ne permet toujours pas d'attester l'authenticité de cette fameuse pièce. La ville texane de Rockwall est réputée pour sa scène musicale et son atmosphère conviviale, propice aux familles. Toutefois, elle tire son nom d'une étrange formation géologique encore nimbée de mystère. Sous le sol de cette ville s'étend un assemblage de roches dures, empilées de manière si régulière qu'elles évoquent une imposante muraille minérale. Depuis plus de 150 ans, cette structure énigmatique intrigue et alimente les spéculations. S'agit-il d'un vestige laissé par une civilisation ancienne, témoignage oublié de son savoir-faire, ou bien est-ce qu'un phénomène naturel, patiemment façonné par les forces telluriques au fil des ères géologiques? Cette formation a été observée en plus d'une dizaine de lieux répartis autour de la ville, aussi bien en surface qu'en profondeur. Dans leur quête de réponse, les chercheurs ont soumis les pierres formant cette prétendue muraille à divers examens scientifiques. Dès 1901, un géologue avait proposé que l'ensemble n'était qu'une digue de grès née d'un processus naturel. Les recherches menées depuis ont abondé dans ce sens, et des spécialistes de l'Université du Texas à Dallas ont confirmé que ces roches se sont lentement formées sur des millions d'années, à partir de dépôts sédimentaires qui se sont consolidés avec le temps. En dépit de ce consensus, certains persistent à croire que la formation de Rockwall dissimule un autre secret. Depuis des décennies, circulent des récits évoquant des marches, des voûtes, voire de véritables couloirs, appuyés par d'anciens articles de presse et par le folklore local. On affirme y avoir distingué d'étranges gravures, tandis que d'autres prétendent avoir découvert, enchâssés dans la roche, de mystérieux fragments métalliques. L'explication la plus rationnelle voudrait que ces escaliers et ces arches ne soient même que le fruit de fractures naturelles de la roche, générant des formes analogues. Quant aux objets métalliques mentionnés, il s'agirait, selon les scientifiques, de simples concentrations de minéraux riches en fer. Nulle preuve tangible d'une intervention humaine. Que la formation de Rockwall soit l'œuvre de mains anciennes ou une merveille de la géologie, elle demeure un élément emblématique du patrimoine et de l'identité de cette ville. Mesdames et messieurs, nous assistons aujourd'hui à un événement absolument historique. La foire aux machines géantes. Aujourd'hui, nous allons découvrir les plus grandes, les plus redoutables, les plus impressionnantes réalisations de l'industrie humaine. En commençant par... Oui, ça m'a tué la gorge. C'est bon si je te parle normalement ? D'accord, merci. Le dragon robot. Oui, vous avez bien entendu, c'est un véritable cracheur de feu. Il est vert et vraiment méchant. Mesurant 15 mètres de long et pesant 11 tonnes, ce monstre de la taille d'un éléphant a été construit en juillet 2010, après 3 ans de travail. Il aurait pu conquérir des châteaux médiévaux, mais son but réel était bien plus pacifique.
Il a été conçu pour jouer le rôle, vous l'avez deviné, du dragon dans une pièce de théâtre allemande. Et il a aussi un petit nom à lui, il s'appelle Tradino, ce qui signifie à la fois tradition et innovation. Que font généralement les dragons pendant leur temps libre? Correct, ils enlèvent les princesses. Eh bien cette princesse pourrait s'avérer un peu trop métallique au goût de Tradino. La princesse de Liverpool n'est pas une princesse ordinaire, parce que c'est une araignée mécanique de plusieurs tonnes. Haha. Dans le cadre de l'événement capital de la culture de Liverpool en 2008, une entreprise française a été chargée de créer une œuvre d'art à grande échelle. Un an auparavant, elle avait réalisé un énorme éléphant mécanique pouvant transporter jusqu'à 49 passagers. Cette fois-ci, ils se sont surpassés avec une installation qui sera assurément le pire cauchemar des arachnophobes. Dans la catégorie des machines qui peuvent transporter des marchandises, le Belaz 75710 est le maître incontesté. Ce monstre venu de Biélorussie est aussi grand que 5 personnes et une simple roue de ce véhicule est plus grande qu'un individu. Pesant 360 tonnes à vide, il peut transporter une charge égale à 4 baleines bleues. Cela fait du Belaz à la fois le camion de transport le plus lourd jamais construit et le véhicule le plus solide au monde, et de loin. Mais pour que ces camions puissent transporter leur charge, il faut d'abord que quelque chose la fasse parvenir jusqu'à eux. Et le meilleur moyen de transport pour ces monstres est certainement le chargeur Le Tourneau L2350. Avec son énorme benne au sol, il est aussi long qu'une piste de bowling, et même plus. Et un peu plus grand qu'une girafe. Pas étonnant qu'il puisse déplacer plus de 70 tonnes de terre à la fois. Couplé à un Belaz comme transporteur, ces deux-là pourraient former un véritable duo absolument imbattable. Cela dit, s'il est agréable de déplacer et de transporter de la terre, avant tout cela, il faut d'abord creuser. Tu vois ce que je veux dire? Et rien ne peut égaler les compétences en la matière de cette bête. La Liber R 9800 est l'une des plus grandes pelles minières du monde. Imagine, son poids à vide est de plus de 800 tonnes. C'est comme un régiment entier d'éléphants, et son godet peut facilement accueillir une douzaine de personnes. Remplis-le d'eau chaude et tu auras un bon bain de fouille relaxant. Mais si tu veux rencontrer le roi de toutes les pelles, ne va pas plus loin que le Beiger 293. Construite en 1995 et toujours utilisée dans une mine en Allemagne, cette machine géante a même trouvé une place dans le Guinness des records du monde en tant que plus grand véhicule terrestre de la planète. Sa taille est tout simplement stupéfiante, 2 terrains de football et demi en longueur et 1 en hauteur. Étonnamment, il n'est pas unique en son genre, il existe d'autres Beigers presque aussi grands, produits par la même entreprise et utilisés dans d'autres mines. La puissance de creusement d'un tel mastodonte n'a pas d'égal à ce jour. En ce qui concerne l'extraction du charbon, l'Allemagne semble vouloir absolument occuper la première place en matière de machines. En tout cas, je ne vois pas d'autre explication à l'existence de notre concurrent suivant, le F60 Overburden Conveyor Bridge. En fait, il s'agit d'une série de 5 ponts convoyeurs qui ont été construits de 1969 à 1991, mais qui agissent comme une seule structure. Ce monstre est souvent décrit comme une tour Eiffel couchée en raison de sa longueur. C'est officiellement la plus longue machine mobile de toute la planète. Elle est utilisée pour déplacer les morts-terrains du site minier, c'est-à-dire la roche et le sol se trouvant au-dessus des dépôts naturels utiles. Maintenant, si tu rassembles un poids de 15 statues de la liberté dans une seule machine, tu obtiendras ce transporteur sur chenille, l'un des 2 énormes transporteurs utilisés par la NASA. Ce monstre de véhicule est utilisé depuis plus d'un demi-siècle et c'est lui qui achemine avec soin les fusées lunaires et les navettes spatiales vers la rampe de lancement. Sa vitesse est également impressionnante. La chenille se déplace à une vitesse époustouflante de 1,6 km/h, ce qui est beaucoup pour sa catégorie. Et oui, il n'y a probablement pas d'autre machine au monde qui puisse transporter 20 Boeing 777 avec des passagers à bord en restant ainsi à l'aise blaise. En parlant d'avions, on peut se demander comment certains d'entre eux décollent, sans parler des grandes distances qu'ils parcourent. L'Antonov AN-225 est un exemple de cette invraisemblance qui défie la physique. Prends le Big Ben, mets-le à l'horizontale et tu obtiendras l'envergure de l'Antonov. À peine moins de 90 mètres. C'est le plus gros avion cargo du monde et il vole depuis 1988. À l'époque, il était 1,5 fois plus grand que tous les avions jamais construits. Et même si de plus gros avions ont fait leur apparition depuis, il détient toujours le record de taille parmi les avions cargo. Et par grands avions, j'entends par exemple cet oiseau de fer géant, le Stratolaunch. Son nom vient de sa fonction. Cet énorme avion, dont l'envergure des ailes est plus longue qu'un terrain de football, a été conçu pour transporter et lancer des engins spatiaux sur l'orbite basse de la Terre, directement depuis les airs. Ce projet est une idée de Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, et pour la vie de tous les jours, il sert aussi comme avion normal. Même s'il est certes un peu spécial, il peut utiliser une piste classique pour décoller et atterrir, et il est même équipé des moteurs d'un Boeing 747. Nous continuons avec la pièce la plus inhabituelle de la liste actuelle, le Big Bike. Elle est aussi simple qu'elle en a l'air, cette moto est juste la plus grande jamais fabriquée.
Elle n'est pas stationnaire non plus. Pour être reconnue comme une vraie moto, elle a dû parcourir 100 mètres sous l'impulsion du pilote assis dessus, et ils ont réussi. En 2012, Fabio Reggiani a montré sa bête de vélo au public. Elle mesurait près de 5 mètres de haut, ce qui éclipsait tout autre vélo bien sûr. Notons que le guidon n'était probablement qu'une décoration. Il n'aurait pas pu l'atteindre même s'il l'avait voulu. Tout risque d'ennui disparaît lorsque Bertha entre en scène. Elle est carrément énorme et c'est un tunnelier. Avec ses 5 étages, Bertha est presque 2 fois plus grande que la deuxième plus grande machine de ce genre. Et c'est aussi la plus lourde, avec ses 7000 tonnes de métal pur et dur et de polymère. Bertha a été conçue pour percer un tunnel sous Seattle, dans l'état de Washington, qui allait devoir plus tard accueillir 4 voies de circulation. Nous passons des profondeurs de la Terre à la haute mer et nous retrouvons ici le plus grand navire jamais construit. Imagine les majestueuses tours Petronas à Kuala Lumpur, l'un des plus hauts bâtiments du monde. Mais si tu places le prélude FLNG à côté d'elle sur sa poupe, elles ressembleront à d'humbles maisons de campagne d'un étage. Il a fallu 5 ans à une entreprise sud-coréenne pour achever la construction de cette énorme structure de gaz naturel liquéfié. Elle peut accueillir un poids en charge de 800 000 tonnes, alors il est stupéfiant qu'elle puisse aussi flotter. Avant la construction du prélude, il y avait un autre monstre, un navire bien nommé le Géant des mers. Sa longueur était d'environ 460 mètres, ce qui suffisait à faire tenir les mêmes tours Petronas sur son pont. En termes de taille, il n'y a que le pont roulant F60 et le prélude qui peuvent le battre dans cette liste. Il n'en demeure pas moins qu'il a été le champion pendant plus d'une décennie. Il a été construit en 1979, 12 ans avant que la F60 ne soit achevée. Maintenant, regardons les étoiles et émerveillons-nous de leur beauté. Et pour nous aider dans cette tâche, voici le plus grand radiotélescope du monde. Son nom est FAST et il est situé dans le sud de la Chine. FAST a commencé à fonctionner fin 2019 et il a immédiatement attiré l'attention des astronomes du monde entier. C'est l'un des engins les plus sensibles sur Terre, capable de détecter les signaux les plus éloignés de l'univers. Et il faut avouer que cette antenne géante est absolument éblouissante. Et enfin, notre champion du monde invaincu. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir avec des applaudissements l'énorme et puissant Grand Collisionneur de Hadron. Il s'agit sans aucun doute de la plus grande machine fabriquée par l'humanité et elle conservera probablement sa première position pendant de nombreuses années. Le but de cette chose incompréhensible est l'accélération des particules. En gros, ce sont des expériences de physique à très grande échelle. Le collisionneur est enterré à environ 180 mètres sous terre et a une forme d'anneau. Et la longueur totale de celui-ci est de 27 km, soit 2 fois et demi, 11 km, la longueur du Challenger Deep dans la fosse des Mariannes. Il te faudrait une journée entière pour parcourir la circonférence du tunnel. Mais naturellement, il n'a pas été conçu pour marcher. Les particules atomiques volent ici à des vitesses proches de celles de la lumière. Alors tu ferais mieux de les éviter. En 1936, l'égyptologue britannique Walter Bryan Emery mit au jour, en plein désert, un petit objet qui suscita d'intenses débats. Certains y virent la maquette sophistiquée de soucoupe volante, voire un système de propulsion avancé, issu d'un vaisseau spatial appartenant à une civilisation venue d'ailleurs. Emery consacra de longues années à l'exploration de sites archéologiques dans la vallée du Nil, en particulier dans l'immense nécropole antique de Saqqara. Il y découvrit quantité de trésors, mais le plus déroutant provenait de la tombe d'un haut dignitaire nommé Sabou. L'identité précise de ce personnage demeure incertaine, bien que certaines sources le présentent comme l'un des fils du pharaon Hadjib. Le fait qu'il ait été enterré à Saqqara suggère un rang élevé au sein de la cour royale. L'époque à laquelle il vécut étant très ancienne, aucun document ne subsiste pour éclaircir son rôle exact ou son destin. Dans son tombeau, les chercheurs découvrirent 7 chambres funéraires, chacune renfermant les biens funéraires classiques, des os d'animaux, des outils en silex, de la céramique, des objets en ivoire et des bols en pierre. Mais s'y trouvait également un étrange artefact brisé qui devint connu sous le nom de disque de Sabou. Il prend la forme d'un bol peu profond, à fond arrondi, doté de 3 lobes courbes finement sculptés, espacés d'environ 120 degrés autour de sa circonférence. 3 trous les séparent et un tube fin se trouve en son centre. Le disque est fait de siltite, ou schiste, une roche poreuse, friable et très difficile à travailler. Elle se désagrège aisément sous pression, ce qui rend d'autant plus énigmatique la manière dont les artisans de 3000 avant notre ère ont pu la façonner à l'aide d'outils rudimentaires en pierre et en cuivre. L'autre grande énigme consiste en la présence de cet objet dans la tombe de Sabou.
Peut-être sa fonction réelle permettrait-elle de mieux en comprendre la signification. Lors de sa découverte, les archéologues y virent un simple vase, un brûleur d'encens ou un objet décoratif à vocation rituelle. Mais certains, en l'examinant sous un angle plus technique, envisagèrent qu'il puisse s'agir d'un élément intégré à un dispositif plus complexe. Un historien amateur a reproduit fidèlement l'objet à l'aide d'une imprimante 3D, et cette réplique a révélé que le disque de Sabu pourrait bien être un ancien impulseur, c'est-à-dire un composant essentiel d'une pompe centrifuge. Placé dans un boîtier et mis en rotation rapide autour de son petit axe central, il s'est montré capable de déplacer de l'eau. Sans boîtier, il générait un puissant vortex. Il apparut alors que la forme incurvée des lobes et la légère concavité du disque n'étaient pas fortuites. L'ensemble semble avoir été pensé pour déplacer efficacement l'eau, à l'image d'un mécanisme de pompage sophistiqué. Or, toute la civilisation égyptienne reposait sur la maîtrise de l'irrigation. Les dynasties ultérieures mirent au point un système d'irrigation par bassin permettant de contrôler les crues du Nil et d'en tirer un rendement agricole optimal. Il se pourrait donc que, dès la première dynastie, des ingénieurs aient exploré des techniques d'irrigation avancées, bien avant ce que les spécialistes n'avaient imaginé. Toutefois, certains restent sceptiques. Selon eux, le schiste serait trop fragile pour supporter les contraintes d'un tel usage. Ils émettent l'hypothèse que les artisans de la première dynastie auraient tenté de reproduire un objet plus ancien, en se contentant des matériaux et outils dont ils disposaient. Le disque pourrait alors être une réplique en pierre d'un artefact métallique, hérité d'une civilisation bien antérieure, et peut-être technologiquement plus avancée que l'Égypte antique elle-même. Un auteur suisse va même plus loin et suggère que le disque serait la copie d'un composant d'hyperpropulsion appartenant à un vaisseau extraterrestre, ou bien une maquette en pierre d'une soucoupe volante. Un chercheur français, quant à lui, avance que le disque de Sabu faisait partie d'un gigantesque dispositif industriel, destiné à produire du carbonate de sodium à l'intérieur des pyramides. D'autres encore estiment qu'il aurait pu s'agir d'un outil primitif de tressage de cordes, les lobes servant à torsader des brins de soie ou des fibres en ficelle lors de la rotation. Une autre théorie enfin évoque une lampe de très grande dimension. Un autre mystère historique est lié à une carte datant de 1513, que l'on considère comme la plus ancienne représentation détaillée connue des Amériques. Elle est l'œuvre d'un capitaine turc, Piri Reis, qui, sans jamais avoir traversé l'océan Atlantique, l'a composée à partir d'une vingtaine de cartes régionales. Parmi celles-ci, figurait une carte arabe de l'Inde, 4 cartes portugaises figurant l'Inde et la Chine, ainsi qu'une carte des Amériques attribuée à Christophe Colomb, fondée sur ses propres observations. Cette dernière carte ayant disparu depuis longtemps, le travail de Reis offre un précieux aperçu de ce que Colomb aurait pu noter lors de son 3e voyage vers le Nouveau Monde. Charles Hapgood, un historien, a avancé l'idée que la carte de Reis représentait l'Antarctique tel qu'il était à la préhistoire, en s'appuyant sur une ressemblance frappante avec le littoral réel du continent, avant qu'il ne soit recouvert de glace. Toutefois, cette hypothèse a été formellement invalidée par la suite. Une autre découverte qui a suscité l'étonnement dans le monde scientifique est celle des billes de Klerksdorp. Ces objets, trouvés dans des dépôts de pyrophilite en Afrique du Sud, ressemblent à de petites balles de criquet anciennes, ornées de stries en leur centre. Dans les années 80, une théorie a émergé selon laquelle une civilisation antédiluvienne, totalement inconnue mais d'un niveau technologique avancé, aurait été à l'origine de ces sphères. Un journaliste avait rapporté qu'elles semblaient tourner sur elles-mêmes dans une vitrine. Une émission de télévision avait même convié un médium, qui affirmait que ces objets étaient les vestiges d'un antique vaisseau spatial. Pourtant, d'après les géologues, il s'agit simplement de formations sphériques naturelles, composées de minéraux distincts de ceux de la roche environnante. Les lignes semblables à des soudures ne sont que des empreintes laissées par les couches successives de la roche haute au fil du temps. Les billes de Klerksdorp présentent une variété de formes, allant de sphères légèrement aplaties à des disques bien définis. Quant à l'épisode de la sphère tournant seule, le conservateur du musée de Klerksdorp a apporté une explication rationnelle. Lorsqu'il a déposé l'objet dans une vitrine à l'occasion de la visite d'un journaliste, celui-ci a légèrement pivoté en raison de sa forme arrondie. De plus, la région étant sujette à des secousses sismiques causées par l'extraction aurifère voisine, cela pourrait également expliquer ce phénomène.
Dans une région reculée de Chine, se trouvent d'étranges formations en forme de tube, connues sous le nom de tuyaux de Baigong. C'est un explorateur local qui les a découverts en 1996, émergeant des flancs du mont Baigong et des rives du lac Tuosu voisin. Cette découverte a poussé certains à penser qu'il s'agissait de vestiges laissés par de très anciens visiteurs venus d'autres mondes. Lorsqu'on a analysé des échantillons de ces structures, les scientifiques ont constaté qu'elles étaient majoritairement composées de minéraux courants, mais qu'elles contenaient aussi, de manière inexpliquée, 8% de matière inconnue. Des examens complémentaires ont suggéré que ces formations existaient avant même l'apparition de l'homme. Des géologues chinois se sont ensuite rendus sur place et ont avancé l'hypothèse qu'il s'agissait de structures naturelles, formées au fil du temps, probablement des racines d'arbres fossilisés remontant au passé verdoyant de la région. Néanmoins, le mystère reste entier. Alors qu'ils creusaient une tranchée le long d'une rivière en Roumanie, des ouvriers ont mis au jour une cale métallique, aujourd'hui connue sous le nom de coin en aluminium d'Ayoud, ou encore artefact d'Ayoud. Juste à côté, se trouvaient des os de mastodontes, ces lointains cousins des éléphants ayant vécu il y a environ 11 000 ans. Cela a conduit certains à penser que le coin datait de la même époque. Ce qui intrigue, c'est que cette cale est en aluminium, un métal qui n'a été découvert qu'au XIXe siècle et dont la production exige des températures extrêmes. Elle serait recouverte d'une épaisse couche d'oxyde, présente depuis plusieurs siècles. Certains avancent qu'il pourrait s'agir d'un débris provenant d'un vaisseau spatial extraterrestre, tandis que quelques scientifiques y voient une supercherie. D'autres considèrent qu'il pourrait s'agir d'une création d'origine humaine, dont la fonction reste toutefois indéterminée. En février 1961, 3 passionnés de géologie aventureux exploraient dans les environs d'Olancha, en Californie, à la recherche de géodes. Parmi leurs découvertes, l'une d'elles semblait particulièrement intrigante, et ils décidèrent de l'étudier de plus près une fois rentrés chez eux. En coupant la matrice rocheuse, ils découvrirent à l'intérieur un objet inattendu. Au lieu des formations minérales habituelles, se trouvait un cylindre semblant fait de porcelaine. Ce cylindre abritait une structure métallique en son centre, entourée d'une gaine hexagonale composée de cuivre et d'une substance inconnue. Les découvreurs espéraient avoir mis la main sur une technologie ancienne, peut-être vieille de 500 000 ans. Ils pensaient que ce pourrait être la preuve de l'existence d'une civilisation avancée disparue, comme l'Atlantide, ou même de voyages temporels. Peut-être quelqu'un venu du futur avait-il accidentellement laissé cet objet derrière lui, ou peut-être des extraterrestres intelligents l'avaient-ils apporté lors de leur visite sur Terre. Si l'une de ces hypothèses s'avérait juste, cela signifierait une réécriture complète de l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Mais tout le monde ne partageait pas cet enthousiasme. Les gens en quête de vérité et les cercles d'archéologie alternative se seront penchés sur le mystère de l'artefact de Kozo jusqu'à la fin des années 90, élaborant diverses théories et engageant de nombreux débats. Finalement, un groupe de sceptiques effectua des radiographies et prit des photos de l'objet qu'ils présentèrent à des collectionneurs de bougies d'allumage. Ils identifièrent l'artefact comme étant effectivement une bougie d'allumage, aux composants métalliques corrodés, datant des années 1920 et non une technologie ancienne. Près de 20 ans plus tard, l'un des découvreurs accepta de faire examiner l'objet à l'université de Washington. Les chercheurs établirent officiellement qu'il s'agissait d'une bougie d'allumage champion des années 1920. De plus, la matrice rocheuse contenant l'artefact n'était pas une géode, mais une concrétion, une formation naturelle pouvant se constituer en quelques décennies, mais certainement pas sur des millénaires. L'artefact de Kozo est un exemple typique d'objet manufacturé incongru, un concept existant en pseudo-archéologie. Il s'agit d'artefacts rattachés à des endroits ou des époques où ils ne devraient, logiquement, pas se trouver. Ceux-ci semblent trop avancés pour la période où ils sont découverts, suggérant parfois une présence humaine là où elle n'était pas censée exister. La pile électrique de Bagdad constitue un autre exemple frappant de ce type d'artefact. Découverte dans les années 30 par un archéologue allemand, elle se compose d'un pot en argile, d'un cylindre en cuivre et d'une tige de fer traversant le couvercle du pot. Le sommet, bien qu'endommagé, avait probablement été scellé avec de l'asphalte. Son découvreur remarqua qu'elle contenait 2 métaux différents et potentiellement un électrolyte, les éléments clés d'une batterie.
Bien qu'aucun texte ancien ne corrobore cette hypothèse, les tests scientifiques effectués en la remplissant d'une solution ionique, comme du vinaigre ou du vin, démontrèrent qu'elle pouvait effectivement conduire de l'électricité. Si cette batterie datait réellement de 2000 ans, elle aurait pu être utilisée dans des pratiques médicales anciennes ou même intégrée dans des statues pour créer l'impression d'une vibration destinée à impressionner les visiteurs. Wilhelm König, son découvreur, pensait qu'elle servait à la galvanoplastie, un procédé de revêtement des métaux. Même si elle fonctionnait comme une batterie, la pile de Bagdad ne pouvait produire qu'une infime quantité d'énergie, soit environ 1 volt. Certains pensent donc qu'elle servait plutôt de conteneur pour des rouleaux sacrés. Dans les années 30, un couple fit une découverte étrange lors d'une promenade le long de Red Creek à London, au Texas. Il s'agissait d'un morceau de bois dépassant d'une formation rocheuse apparemment ancienne. Une décennie plus tard, leur fils, intrigué par ce mystère, décida de briser la roche et découvrit à l'intérieur un marteau à l'aspect étonnamment moderne. Cette découverte retint l'attention de Carl Baugh, un créationniste jeune terre, qui prétendait que la roche entourant le marteau datait de la période du Crétacé. Il y voyait une preuve contredisant la théorie de l'évolution. Toutefois, des investigations scientifiques démontrèrent que la roche n'était pas aussi ancienne qu'il n'y paraissait. Les processus géologiques successifs avaient simplement enrobé ce marteau moderne au fil du temps. Ainsi, il ne s'agissait pas d'une preuve de la coexistence pierre à feu avec les dinosaures, comme certains l'espéraient, mais simplement d'un mineur ayant laissé tomber son marteau il y a des siècles, et de la nature ayant fait son œuvre. Un archéologue chinois aurait découvert des grottes semblant avoir servi de sépulture à de petits êtres aux grandes têtes ovales. À côté de leurs dépouilles, des peintures rupestres représentaient des figures portant des casques ronds, ainsi que le soleil, la lune, la terre et les étoiles, connectés par des groupes de petits points. On découvrit également plus de 700 disques de pierre mystérieux gravés de sillons en spirale. Les choses prirent une tournure encore plus étrange lorsque ces disques furent envoyés à un professeur chinois, qui affirma que ces sillons étaient en réalité des caractères écrits. Selon son interprétation, les disques racontèrent l'histoire des Dropa, venus d'une autre planète et dont le vaisseau spatial s'était écrasé sur Terre il y a environ 12 000 ans. Ces visiteurs auraient tenté de vivre parmi les humains jusqu'à ce qu'ils soient traqués par les locaux. Cependant, aucune preuve concrète ne corrobore cette histoire. Elle fut publiée pour la première fois dans les années 60 à travers quelques articles, mais elle semblait douteuse. Aucune des personnes impliquées, l'archéologue, le professeur, ou même l'université pour laquelle ils étaient censés travailler, ne semblait avoir laissé de traces dans les archives. Et bien qu'il existe un peuple au Tibet portant le nom de Dropka, ils sont entièrement humains, et non des visiteurs extraterrestres. De plus, il n'y a aucune preuve tangible de l'existence des pierres de Dropa. Dans une région reculée de Chine, se trouvent des formations étranges en forme de tube, connues sous le nom de tuyaux de Begong. Un explorateur local les découvrit en 1996, émergeant du mont Begong et le long des rives du lac Tozon-U, à proximité. Certains pensaient qu'ils étaient l'œuvre d'anciens visiteurs extraterrestres. Lorsque des échantillons des tuyaux furent analysés, ils contenaient principalement des minéraux courants, mais un mystérieux 8% de matière inconnue. Des tests révélèrent que ces tuyaux existaient avant l'apparition de l'homme. Des géologues chinois visitèrent le site et suggérèrent que ces tuyaux s'étaient formés naturellement au fil du temps. Il pourrait s'agir de sédiments s'accumulant dans les fissures de la terre ou même des racines d'arbres fossilisés, témoignant du passé luxuriant de la région. Mais tout cela reste incertain. Au Mexique, il existe une mystérieuse tête en terre cuite et au nom difficile à prononcer, la tête de Tecaxi-Calixtlahuaca, découverte dans les années 30 lors de la fouille d'une sépulture. Cette tête ressemblait étrangement aux statues romaines de la période classique, rendant intrigante sa présence au Mexique. Et pour une raison quelconque, son découvreur la garda secrète pendant plusieurs décennies. La tête avait été trouvée dans une pyramide à 3 étages, à environ 60 km de Mexico, accompagnée d'objets d'or, de cuivre et de poterie. Certains avancent que si cette tête est réellement vieille de plusieurs siècles, cela pourrait indiquer que les Romains ou une autre civilisation auraient atteint la Mésoamérique bien avant Christophe Colomb. Il existe également des théories suggérant un naufrage après lequel quelques artefacts et survivants auraient atteint la côte.
Certaines hypothèses avancent que la tête de cette figurine aurait été un petit souvenir rapporté par les Vikings. Cependant, il n'existe aucune preuve archéologique d'une rencontre entre les Vikings et les peuples mésoaméricains. Bien que quelques artefacts circulent, aucun n'a été identifié comme une preuve indéniable de contact précolombien. Ainsi, le mystère de l'origine de cette tête demeure irrésolu. En creusant une tranchée le long d'une rivière en Roumanie, des ouvriers découvrirent un objet en forme de cale, désormais célèbre sous le nom de cale en aluminium d'Ayoud ou coin d'Ayoud. À côté se trouvaient des os de mastodontes, ces ancêtres des éléphants qui vivaient il y a 11 000 ans, suggérant que la cale pourrait être du même âge. Ce qui est intéressant, c'est que ce coin est fait d'aluminium, un métal qui n'a été découvert qu'au XIXe siècle. La production d'aluminium nécessite une chaleur intense. De plus, la cale est recouverte d'une épaisse couche d'oxyde, indiquant qu'elle est là depuis des centaines d'années. Certains pensent qu'elle aurait pu tomber d'un vaisseau spatial venu d'une autre planète. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'une supercherie, tandis que d'autres supposent qu'il pourrait s'agir d'un objet fabriqué par l'homme pour un usage inconnu. Les anciens textes indiens évoquent des chars richement ornés, voire des palais entiers, connus sous le nom de Vimana, capables de s'élever dans les airs et de parcourir, en quelques secondes, des distances allant jusqu'à l'espace. Si certains considèrent ces Vimana comme relevant exclusivement de la mythologie indienne, d'autres estiment qu'ils pourraient s'inspirer d'une technologie véritable, perdue au fil des siècles. Selon les textes de l'ancien Veda indien, il existait des Vimana variés, comme le Vimana éléphant doté de plusieurs moteurs, ainsi que de nombreux modèles portant des noms d'animaux ou d'oiseaux. Certains étaient conçus pour des trajets locaux, d'autres pour voyager à l'étranger, et d'autres encore pour explorer la Lune ou d'autres planètes. Ils pouvaient atteindre des vitesses stupéfiantes. L'un des Vimana possédait la capacité exceptionnelle de se rendre invisible. Un autre, en forme de sphère, était propulsé par les vents de Mercure. Ce modèle aurait produit un rayon immense, comparable à celui du Soleil, et un bruit retentissant semblable au tonnerre. Tous les Vimana étaient réputés indestructibles et parfaitement adaptés au combat. Pour piloter un Vimana, il fallait maîtriser un ensemble de connaissances, comparables à celles requises pour un pilote d'avion moderne, et regroupées en 32 secrets. Ils incluaient la structure de l'engin, les techniques de décollage et de manœuvre en toute sécurité, ainsi que des savoir-faire spécifiques comme comment se rendre visible ou invisible, comment se dissimuler, comment être rapide, ou encore comment gérer les phénomènes de contraction et d'expansion. Pour échapper à ses adversaires, le pilote d'un Vimana devait se hisser jusqu'à la 8e couche atmosphérique au-dessus de la Terre et tirer parti de la puissance des rayons solaires obscurs. Si cette consigne peut paraître étrange, d'autres instructions, plus plausibles, conservent une certaine pertinence dans le contexte de l'aéronautique moderne. Certaines sections des textes dédiés aux Vimanas mettent en lumière des aspects tels que les itinéraires de vol, la formation des pilotes, la navigation, mais également les tenues appropriées pour ces derniers, ainsi que les aliments recommandés pour de longs trajets. Ces écrits recèlent également des informations techniques détaillées sur l'utilisation de métaux absorbant la chaleur, les types de métaux employés et leurs points de fusion. Les défenseurs de l'idée que les Vimanas étaient plus que de simples mythes estiment que les anciens Indiens n'auraient probablement pas consacré autant de précision à une vulgaire légende. Ainsi, ces palais volants pourraient avoir été réels et extraordinairement en avance sur leur temps, à l'image de nombreuses autres inventions indiennes. Au VIe siècle avant notre ère, un chirurgien indien du nom de Sushruta a rédigé ce qui est considéré comme le premier manuel de médecine et de chirurgie. Surnommé le père de la chirurgie pour ses contributions, Sushruta a catalogué des centaines de plantes médicinales et décrit des interventions chirurgicales complexes. Il a notamment consigné des instructions pour des reconstructions nasales, ainsi que des greffes de peau transférées d'une partie du corps à une autre. La technique originale de rhinoplastie, qui consistait à prélever un fragment de peau sur le front pour reconstruire un nez, demeure utilisée aujourd'hui. Toutefois, à l'époque, cette intervention répondait à des besoins très différents de ceux d'impressionner le public des réseaux sociaux. Ces chirurgies étaient destinées à aider des individus ayant perdu leur nez en raison d'un châtiment ou de blessures subies au combat. C'est à un prodige des mathématiques indiens de l'Antiquité, nommé Aryabhata, que nous devons l'invention du zéro. Bien qu'elle puisse paraître anodine, cette découverte a été cruciale, car sans elle, il n'existerait ni système binaire, ni ordinateur. Avant le 5e siècle de notre ère, les gens se contentaient d'un simple symbole pour indiquer l'absence de valeur. Grâce à cette invention,
l'addition, la soustraction et bien d'autres opérations sont devenues infiniment plus simples. Vous pouvez observer le plus ancien zéro connu, gravé sur le mur d'un temple de Gwalior, en Inde. Dès 1500 avant notre ère, voire plus tôt, la civilisation de la vallée de l'Indus utilisait des règles en ivoire. Ces instruments, retrouvés lors de fouilles sur les sites de l'actuel Pakistan et du nord-ouest de l'Inde, étaient couramment employés en architecture avec une précision remarquable. Chaque règle comportait des unités mesurant un peu plus de 3 cm, minutieusement divisées en sous-unités précises, jusqu'à une tolérance de 2 millièmes de centimètre. L'invention suivante relève davantage du concept que de l'objet tangible. La standardisation consiste à fixer des règles communes en s'appuyant sur un ensemble de critères, qu'ils soient humains, matériels ou d'intérêts variés. L'une de ces applications les plus notables, à laquelle nous sommes aujourd'hui habitués, est celle des poids standardisés. Que l'on utilise des livres ou des kilogrammes, ces mesures universelles sont essentielles, n'est-ce pas? Pour cela, nous devons un grand merci aux marchands de la civilisation arapéenne, qui vivaient il y a près de 4000 ans. Ces derniers utilisaient des poids standardisés pour mesurer aussi bien des céréales que des produits de luxe. Leur système de mesure reposait sur des bases mathématiques décimales et binaires. Bien qu'ils n'aient pas disposé de technologies avancées, ils ont atteint une précision remarquable grâce à des calculs complexes et à l'utilisation ingénieuse de matériaux tels que le sable pour la construction. Leur expertise en matière de standardisation s'est diffusée jusqu'en Perse et en Asie centrale, devenant ainsi une norme mondiale en matière de pesée. Si le yoga est votre pratique favorite, vous avez une excellente raison de rendre hommage aux anciens sages indiens. Le yoga a été mentionné pour la première fois dans les Védas de la civilisation de l'Indus-Sarasvati, dans le nord de l'Inde, il y a plus de 5000 ans. Avec le temps, cette discipline a été perfectionnée et enrichie, devenant une vaste philosophie comprenant plus de 200 écrits sacrés consacrés à l'art d'atteindre l'illumination. Au début de notre ère, le yoga a pris une nouvelle dimension grâce à l'écrivain hindou Patanjali, qui a structuré la pratique dans son œuvre, les Yoga Sutras. Cette discipline s'est transformée en une méthode complète de rajeunissement du corps et en une pratique visant à prolonger la vie, avec des postures que l'on continue à exécuter sur les tapis d'aujourd'hui. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le yoga a gagné le monde occidental, où il s'est rapidement propagé. Le jeu d'échecs, souvent considéré comme le jeu de prédilection des intellectuels, est également une invention indienne. Son ancêtre, connu sous le nom de Chaturanga, était un jeu de stratégie sur plateau qui a commencé à se populariser environ 3000 ans avant notre ère. Cette version primitive des échecs se jouait à 4 joueurs au lieu de 2 et comportait 64 cases. Chaque participant disposait de 8 pièces, allant des pions au roi, en passant par les fous et les cavaliers. À cette époque, on n'utilisait pas de dés classiques à 6 faces, mais un dé oblong. Les joueurs qui s'affrontaient étaient en réalité regroupés en 2 équipes selon leur position. La version moderne des échecs, telle que nous la connaissons aujourd'hui, trouve mention pour la première fois dans une légende de l'ancienne littérature indienne. Selon cette histoire, l'épouse du démon Ravana aurait inventé le jeu afin de divertir son époux. Le mot shampooing trouve son origine dans un terme hindi signifiant apaiser ou pétrir. Cette substance, inventée en Inde en 1762, servait à l'origine pour les massages crâniens, d'où son nom. Le premier shampoing était composé d'huile naturelle et de plantes. Les commerçants britanniques, séduits par cette idée, l'ont ramené en Angleterre. Puis il aura fallu plusieurs années pour que cette huile de massage évolue en shampoing tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais son origine reste indienne. Contrairement aux Grecs anciens, qui portèrent des peaux d'animaux, les Indiens ont commencé à cultiver le coton dès les 5e et 4e siècles avant notre ère. Ils utilisaient des fils de coton pour fabriquer des textiles, qui devinrent rapidement très prisés en Méditerranée et au-delà. Le jute et la laine trouvent également leurs racines en Inde. Le Cachemire, célèbre pour être la laine la plus fine et la plus luxueuse, provient de la région du même nom, située à la frontière de l'Inde, du Pakistan et de la Chine. Quant aux boutons ornant ces vêtements de Cachemire, ils ont également une origine indienne. Il y a environ 5000 ans, la civilisation de la vallée de l'Indus transformait des coquillages en forme géométrique percés de petits trous. Ces ornements, d'abord purement décoratifs, furent ensuite utilisés pour attacher les vêtements. Lorsque l'on évoque les pionniers de la communication radio, le nom de Marconi est souvent celui qui domine. En 1909, il a même reçu le prix Nobel de physique pour ses travaux révolutionnaires. Pourtant, un autre génie, longtemps resté dans l'ombre, mérite d'être reconnu. Sir Jagdish Chandra Bose.
Dès 1895, Bose a démontré le potentiel des ondes de communication radio. Lors d'une expérience à l'hôtel de ville de Calcutta, il a transmis une onde électromagnétique sur une distance de 23 mètres, traversant des murs, déclenchant une cloche et enflammant même de la poudre à canon. Marconi s'est inspiré de l'invention de Bose, le cohéreur à mercure, pour développer sa propre radio bidirectionnelle. Hélas, Bose n'a pas breveté son invention, et il n'a obtenu la reconnaissance de son génie qu'1 siècle plus tard. Le 30 octobre 1759, les habitants du Moyen-Orient ont été réveillés en sursaut par un tremblement de terre. Des fissures sont apparues sur les murs de leur maison, les toits ont commencé à s'effondrer. Les gens sont sortis en courant de leur maison et se sont rassemblés dans des zones dégagées. Mais à cause des fortes secousses, ils continuaient à perdre pied et à tomber. 1 mois plus tard, un autre tremblement de terre s'est produit qui s'est avéré être encore plus fort. Des arbres ont été brisés, des maisons se sont effondrées, des fissures profondes sont apparues dans le sol. La catastrophe a duré 2 minutes. Des oasis, des routes et des villes ont été détruites. Miraculeusement, les anciens bâtiments de Baalbek ont résisté au tremblement de terre. Certains historiens affirment que ce lieu majestueux et mystérieux a été construit sous l'Empire romain. Mais de nombreux chercheurs ne sont pas d'accord. Quelle que soit la vérité, la ville est l'un des principaux mystères archéologiques de l'humanité. Le bâtiment le plus étonnant de Baalbek est le temple de Jupiter. Les habitants de l'Empire romain croyaient que Jupiter détenait le pouvoir sur la foudre et le tonnerre. Le bâtiment ressemblait à une plateforme avec 54 colonnes sur lesquelles reposait un toit massif. Aujourd'hui, on ne peut plus voir que 6 colonnes de 20 mètres de haut. Chacune d'entre elles est composée de 3 sections et ressemble à un crayon. Les mines de ces crayons ont été construites en plomb, ce qui a rendu les colonnes exceptionnellement solides. Chacun de ces morceaux de pierre pesait la somme incroyable de 80 tonnes. C'est le poids de 35 SUV Ford Explorer. Voici le plus grand bloc de la Grande Pyramide de Gizeh. Mais comparé au bloc de Baalbek, il ne semble même pas si impressionnant. Les fondations sous le temple de Jupiter ont été préservées. C'est ainsi que les spécialistes ont découvert qu'il était composé d'environ 25 pierres monolithiques pesant 450 tonnes chacune. Cela signifie que les blocs de Baalbek pèsent presque 4 fois plus que les blocs d'Égypte. Il y a 3 autres énormes blocs de calcaire dans les fondations, pesant chacun 800 tonnes. C'est plus de 2 fois le poids d'un avion Boeing 747. Les anciens bâtisseurs ont dû avoir du mal à sculpter de tels géants dans un morceau de pierre. Et après cela, ils ont aussi dû les tirer jusqu'au site de construction et les soulever à une hauteur importante. Répéter cette logistique serait probablement un cauchemar pour les constructeurs d'aujourd'hui. Pour réaliser une telle quantité de travail, ils auraient besoin d'un équipement moderne. Mais les constructeurs de Baalbek n'avaient pas de camions, de grues avec des scies circulaires ou d'électricité. Comment les bâtisseurs du passé ont-ils réussi à faire cela ? Les scientifiques ont une théorie qui inclut des cordes, des treuils et des systèmes de levier. Naturellement, les ingénieurs du passé ont fabriqué tous ces gadgets en bois. À environ 900 mètres des ruines du complexe du temple se trouve une carrière. Les archéologues supposent que c'est là que les pierres de la construction ont été taillées. Ils y ont trouvé un bloc de calcaire qui semblait être trop grand, même pour cet endroit incroyable. Le monolithe a été baptisé la pierre du Sud. Il mesurait 20 mètres de long sur 4 mètres de large. Les anciens bâtisseurs n'ont pas eu le temps de le séparer complètement de sa roche-mère. Un groupe de scientifiques autrichiens a estimé que ce morceau de calcaire pesait plus de 1000 tonnes, soit l'équivalent de 3 avions Boeing ou 160 éléphants d'Afrique. Une autre surprise attendait les archéologues près de la pierre du Sud. C'était un deuxième monolithe pesant plus de 1200 tonnes. Mais les anciens bâtisseurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué à travailler. En 2014, dans la même carrière, des archéologues allemands ont déterré un bloc qui pesait 1650 tonnes. Personne n'a encore compris pourquoi les bâtisseurs du passé avaient eu besoin d'un morceau de pierre qui pesait autant que 125 bus scolaires. On ne sait pas non plus comment ils comptaient déplacer ce colosse et pourquoi ils n'ont pas terminé le travail. Quoi qu'il en soit, ce troisième monolithe est le plus grand morceau de pierre transformé de l'histoire de l'humanité. Il y a à ce jour plus de questions que de réponses. Certains chercheurs pensent que les anciens bâtisseurs avaient des équipements de pointe. D'autres ne le pensent pas, mais sont impatients de comprendre comment les bâtisseurs ont réussi à déplacer ces pierres. Il y a un grand nombre de bâtiments et d'artefacts anciens dans le monde. Beaucoup d'entre eux rendent encore les chercheurs perplexes. Près de la pyramide de Djeser, en Égypte, les archéologues ont découvert un réseau de tunnels. Cet endroit s'appelle le Sérapéum. Il contient 24 sarcophages pesant de 70 à 100 tonnes.
Les boîtes géantes ont été sculptées dans un seul morceau de granit et recouverts de lourds couvercles. Les sarcophages sont parfaitement symétriques. Au toucher, leurs parois sont aussi lisses que du verre. Même avec notre niveau actuel de technologie, c'est très difficile à réaliser. Mais les anciens Égyptiens ont réussi cet exploit. La coupe de Lycurgue est un artefact inestimable et un exemple de nanotechnologie ancienne. Elle est faite d'un verre qui peut changer de couleur. Si tu mets une source de lumière devant la coupe, elle devient verte. Si la lumière est derrière la coupe, elle devient rouge foncé. Dans ce cas, la figure du roi grec Lycurgue devient violet pâle. Les scientifiques n'ont compris comment ce changement de couleur fonctionnait qu'à la fin du XXe siècle. Grâce au microscope, ils ont détecté des nanoparticules d'argent, d'or et de cuivre. Elles avaient été ajoutées à la matrice de verre. Grâce à cela, tu peux observer un changement de couleur appelé dichroïsme. Fait intéressant, l'or et l'argent ont été broyés en fine poussière. C'est presque impossible à réaliser par accident. Très probablement, les anciens experts savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. En Bolivie se trouve un curieux endroit appelé Pumapunku. On dirait que d'anciens géants y ont joué avec un énorme jeu de construction. Et après le jeu, ils ont oublié de remettre les pièces dans la boîte. Mais il n'y avait pas plus de géants autrefois qu'aujourd'hui. Ces énormes blocs de pierre ont simplement été sculptés par d'anciens bâtisseurs, il y a plus de 1500 ans. Certaines des pierres pèsent 100 tonnes. Les blocs ont été apportés à une altitude de près de 3900 mètres depuis la carrière située à 95 km du site de construction. Il n'y a pas de forêt dans cette zone, ce qui signifie que les bâtisseurs n'ont pas pu utiliser d'arbres pour fabriquer des rondins de bois. Le monument appartient à la civilisation Inca, or les scientifiques sont sûrs qu'elle n'avait aucun usage pour la roue. En 1992, les habitants d'un village chinois ont décidé de drainer un étang. Leurs ancêtres l'utilisaient pour laver le linge et attraper des poissons depuis des centaines d'années. Ils ont pompé l'eau sans relâche pendant 17 jours. Au fond du réservoir, ils ont fait une découverte inattendue. Les villageois ont vu l'entrée d'une grotte qui descendait à une profondeur de 30 mètres. Cette incroyable découverte a été baptisée les grottes de Longyu. Des bâtisseurs inconnus avaient creusé des galeries de 30 000 mètres carrés. On y trouve des pièces séparées, des ponts, des bassins et des colonnes qui soutiennent le plafond. Les murs de la grotte sont couverts d'étranges lignes et motifs sculptés. Les scientifiques n'ont pas trouvé d'informations sur l'identité de ceux qui ont creusé les grottes, ni sur la raison pour laquelle ils l'ont fait. La technologie de construction reste également un mystère. Antonio Stradivari a vécu en Italie au XVIIIe siècle. Il créait des instruments de musique. Plus de 600 de ses œuvres ont survécu jusqu'à aujourd'hui. 500 d'entre elles sont des violons. L'un de ces instruments a été vendu aux enchères pour 16 millions de dollars. Les violons fabriqués par ce maître ont un son clair et profond. Les chercheurs n'arrivent pas à comprendre pourquoi les instruments de Stradivarius produisent des sons si uniques. Peut-être est-ce dû au vernis que le maître a utilisé pour recouvrir les violons. La réponse se trouve peut-être aussi dans le bois dont sont faits les instruments. À l'époque, l'Europe avait un climat froid. À cause de cela, le bois est devenu plus dense, et les instruments qui en étaient faits avaient un son particulièrement agréable à l'oreille. Dans la ville indienne de Delhi, il y a un pilier de 7 mètres de haut. Il pèse 6 tonnes et demie et est composé à 98% de fer forgé. Le pilier, vieux de 1600 ans, ne présente aucun signe de rouille ni de dégradation. Les scientifiques pensent que si le monument est si bien conservé, c'est grâce au climat sec et à la composition chimique du métal qui l'a rendu résistante à la corrosion. Et pourtant, les chercheurs ne savent pas comment les forgerons ont réussi à fabriquer un pilier en fer qui ne craigne pas la rouille. Cela semble être un exploit difficile, même pour les métallurgistes modernes. Le rocher Al-Nasla est divisé en deux parties par une fente parfaitement droite. Chaque bloc rocheux repose sur un petit piédestal. Certaines personnes pensent que c'est la preuve d'une ancienne technologie laser. Mais les géologues pensent que la fente est apparue en raison du déplacement du sol ou des vibrations naturelles qui se sont produites sous la roche. Ce processus a conduit à l'apparition de la fissure. Elle s'est agrandie pendant des milliers d'années et progressivement, le monument naturel a pris la forme que l'on peut observer aujourd'hui. La plupart des gens savent que les pyramides ont été construites pour servir de tombeau aux pharaons, afin de leur assurer un voyage sans encombre vers l'au-delà. La grande pyramide de Gizeh, par exemple, a été construite pour le pharaon Khéops. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette tradition de construction de pyramides a commencé ici même, avec la pyramide à degrés de Djéser, il y a environ 4700 ans.
Cette structure massive a été construite pour le pharaon Djéser, un souverain de la 3e dynastie égyptienne. Elle s'élève sur 6 niveaux au-dessus du sol et mesure environ 60 mètres de haut. Aujourd'hui, nous la considérons comme un projet architectural phénoménal. Mais pour les anciens Égyptiens, la pyramide à degrés de Djéser représentait plutôt une vaste expérience. Un essai, si l'on peut dire, destiné à perfectionner leurs compétences en matière de construction, avant de passer à des pyramides encore plus ambitieuses. Atteindre de nouveaux sommets est très excitant, mais le véritable mystère réside dans ce qui se passe sous terre. Dans le labyrinthe souterrain de cette pyramide, un réseau de tunnels s'étend sur environ 5,5 km. Certains chercheurs pensent que ces tunnels pourraient avoir fait partie d'un système d'adduction d'eau très sophistiqué, et cela pourrait changer complètement notre vision de la construction des pyramides. Parlons de ce complexe massif situé à Saqqara. Autour de la pyramide, il y a ce qu'on appelle une douve sèche, une tranchée continue qui fait environ 50 mètres de large et près de 3 km de long. Elle forme une sorte de rectangle autour de la pyramide. Cette tranchée a une profondeur moyenne d'une vingtaine de mètres. Si l'on additionne toute la terre et la roche creusée pour créer cette douve, cela représente environ 10 fois le volume de la pyramide elle-même. Pendant longtemps, les gens ont pensé que cette tranchée n'était rien d'autre qu'une immense carrière, un endroit où l'on avait extrait de la pierre et de l'argile pour construire la pyramide à degrés. C'est logique, non? Mais en y regardant de plus près, on s'est aperçu qu'il n'en était rien. La tranchée est trop étroite et trop profonde pour avoir été exploitée, et son tracé ne correspond à rien de ce que nous savons des méthodes d'extraction de l'Égypte ancienne. De plus, certaines sections de la tranchée sont recouvertes d'un plafond rocheux, ce qui aurait rendu son utilisation comme carrière pratiquement impossible. Une théorie suggère que la douve sèche avait une signification spirituelle. Il s'agissait peut-être d'un lieu sacré, où les âmes des nobles se réunissaient pour servir le roi défunt dans l'au-delà. Des niches dans les murs évoquent bien cette fonction spirituelle. Mais la plupart des chercheurs pensent qu'elle n'a été développée que bien plus tard, longtemps après la construction du complexe. Alors, à quoi la douve servait-elle vraiment? En 2020, un chercheur a émis une idée assez intrigante. Il est possible que cette tranchée ait été conçue pour recueillir et canaliser l'eau, en particulier après de fortes pluies. Cela semble logique si l'on considère son emplacement. La douve se trouve dans une zone qui aurait facilement pu être inondée par les eaux de ruissellement provenant des plaines voisines. Cela pourrait également expliquer pourquoi la tranchée n'a été utilisée pour de nouvelles tombes que bien plus tard, lorsque le climat est devenu plus sec et le site moins sujet aux inondations. Mais l'histoire devient encore plus fascinante, car cette tranchée semble faire partie d'un système hydraulique plus vaste et plus élaboré à l'intérieur du complexe de Djéser. C'est comme si elle comportait plusieurs compartiments, soigneusement taillés dans la roche et reliés par des tunnels. Ces compartiments faisaient probablement partie d'un système de traitement de l'eau. L'eau s'écoulait d'un compartiment à l'autre, se purifiant au fur et à mesure qu'elle progressait. C'est ici que les choses commencent à se rattacher à la pyramide elle-même. Le complexe de Djéser comporte une série de puits souterrains, et certains chercheurs pensent que l'eau de la douve a pu être utilisée pour alimenter un système d'ascenseur hydraulique. Cet ascenseur hydraulique géant aurait alors servi à soulever les lourdes pierres nécessaires à la construction de la pyramide. Il fonctionnait comme un volcan, mais au lieu de lave, c'est de l'eau qui soulevait les blocs de pierre. Imaginez un grand trou profond dans le sol au centre du site de la pyramide. À l'intérieur de ce trou, il y avait une énorme plateforme en bois, un peu comme un radeau géant qui pouvait monter et descendre. Lorsque les ouvriers voulaient soulever une pierre lourde, ils remplissaient le trou d'eau. Lorsque le niveau de l'eau montait, la plateforme en bois se mettait à flotter, emportant la pierre avec elle, un peu comme un ascenseur géant. Lorsque la pierre atteignait la bonne hauteur, les ouvriers la faisaient glisser de la plateforme vers la pyramide. L'idée, c'est que l'eau de la tranchée, après avoir été nettoyée et filtrée, se serait écoulée dans ces puits. Un flotteur énorme, peut-être en bois, s'élevait alors au fur et à mesure que l'eau remplissait le puits, soulevant les pierres jusqu'à l'endroit où on en avait besoin pour la construction. Une fois la pierre en place, l'eau était évacuée et la plateforme redescendait, prête à soulever la pierre suivante. Ce système de levage hydraulique sophistiqué aurait pu changer la donne, rendant l'ensemble du processus de construction beaucoup plus rapide et efficace, et permettant d'économiser de la main-d'œuvre.
C'est comme si les anciens Égyptiens avaient déjà adopté la notion selon laquelle travailler plus intelligemment vaut mieux que travailler plus durement. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie. Certains experts affirment que la zone où a été construite la pyramide à degrés de Djéser n'aurait pas pu fournir suffisamment d'eau. Les pluies étaient assez rares pour entretenir un système hydraulique aussi élaboré. La théorie principale suggère qu'il y avait peut-être un lac à proximité qui se serait rempli après chaque période de pluie et qui aurait fourni l'eau dont le complexe avait besoin pour son système hydraulique. Or, aucun écrit de l'Égypte ancienne ne fait mention d'un tel lac. Il s'agit donc plus d'une hypothèse que d'une réalité. Et puis, il y a la question du travail lui-même. Vous vous souvenez que j'ai dit que cette méthode aurait pu permettre aux anciens bâtisseurs d'élever des pierres avec beaucoup moins d'efforts? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Selon certains experts, la construction de ce dispositif aurait nécessité beaucoup plus de travail que le simple déplacement des blocs de pierre nécessaires à l'édification du monument. Et n'oublions pas que la pyramide à degrés de Djéser est relativement petite comparée à celles qui ont suivi. Les pierres utilisées pesaient en moyenne 300 kg chacune, ce qui n'est rien comparé aux blocs de plus de 2,5 tonnes utilisés plus tard pour la pyramide de Khéphren. S'il nous faut complètement écarter cette théorie de l'ascenseur hydraulique, il nous reste à expliquer comment cette pyramide a été construite. Pour répondre à cette question, nous devons revenir un peu en arrière et parler des plans d'origine. Avant que la tombe de Djéser ne devienne une pyramide, l'idée était de construire un simple mastaba. Ce type de tombeau était assez courant dans les périodes antérieures. Une structure rectangulaire à toit plat avec des côtés inclinés. Mais une fois le mastaba original terminé, ils auraient décidé de l'agrandir un peu en ajoutant quelques couches supplémentaires. Ils auraient ensuite ajouté d'autres couches jusqu'à ce que la construction atteigne 6 niveaux distincts, chacun plus petit que le précédent. Et ils auraient probablement fait tout cela en soulevant ces lourdes pierres à l'aide de passerelles, et non d'un ascenseur hydraulique. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur la pyramide à degrés de Djéser. Des recherches supplémentaires sont certainement nécessaires pour comprendre comment ce système fonctionnait, ou s'il a même existé. Mais l'idée d'utiliser de l'eau pour construire une pyramide apporte une nouvelle dimension à notre compréhension de l'ingénierie de l'Égypte ancienne. Cela nous rappelle avec force à quel point ces bâtisseurs étaient intelligents et ingénieux, mettant à profit les ressources naturelles dont ils disposaient pour créer l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire. Et si je vous disais que les extraterrestres que nous imaginons tous comme de petits hommes verts pourraient en réalité ressembler à des terriens tout à fait normaux et se détendre en Europe? C'est la péninsule ibérique, et les personnes qui y vivent sont sous suspicion. Voici la raison. D'une manière ou d'une autre, des parties des artefacts les plus importants de la civilisation ibérique, appelés trésors de Villena, sont fabriqués à partir de métal qui ne peut tout simplement pas être trouvé sur Terre, car c'est du métal provenant d'une météorite. Abordons cela étape par étape. Voici l'artefact lui-même, trésor de Villena, et il est composé de 59 objets différents. Des bols, des bouteilles et des bracelets. Y a-t-il un motif là, avec tous ces baies? Au total, la découverte pèse environ 9 kg, dont 8 kg sont en or de 23,5 carats. Si vous n'êtes pas un spécialiste du métal, je vais vous éclaircir cela tout de suite. À titre de comparaison, l'or 23K est composé à 95,8% d'or pur, donc l'or 23,5K est encore plus pur. Le pourcentage restant correspond à d'autres métaux qui aident à ajouter de la résistance et de la durabilité à l'alliage précieux. Il y avait aussi de l'argent, du fer et de l'ambre dans cet ensemble. L'artefact aurait pu être assez simple, mais pour ces deux-là, appelons-les imposteurs. Regardez ce bracelet en fer forgé et cette hémisphère creuse. Voyez-vous cela? Ces lignes rouillées sur l'hémisphère et la couleur étrange du bracelet se démarquent vraiment, puisque tout le reste est constitué du plus pur or. Tout a commencé en 1963, lorsqu'un chercheur a remarqué un métal sombre plombé parmi les bols et bouteilles brillants. Le métal était brillant à certains endroits et recouvert d'un oxyde d'apparence ferreuse qui était principalement fissuré. Pour que vous compreniez bien, l'or ne se comporte généralement pas de cette manière. L'or est l'un des métaux les moins réactifs. Il ne se ternit donc même pas, encore moins rouille. Pour déterminer d'où provenait ce fer suspect, les chercheurs ont utilisé la spectrométrie de masse,
qui examinent le rapport masse-charge des molécules. Leurs découvertes ont montré que le nickel dans le fer est similaire à celui que l'on trouve dans le fer météoritique. En termes simples, le bracelet et l'hémisphère sont d'origine extraterrestre. L'âge exact de ce trésor est difficile à déterminer, mais il est crucial. Nous devons connaître l'âge exact pour voir s'il coïncide avec le début de l'âge du fer dans la péninsule ibérique. Si c'est le cas, alors pas de questions supplémentaires ici. Mais si ça ne l'est pas, eh bien c'est pour le moins étrange, sinon suspect. Donc, il existe ce système des 3 âges. Il se compose de l'âge de la pierre, puis de l'âge du bronze, et enfin de l'âge du fer. L'âge de la pierre n'est pas important ici. Comparons les âges du bronze et du fer. L'âge du bronze a commencé lorsque l'on s'est rendu compte que la combinaison du cuivre et de l'étain produisait un matériau plus durable que chacun de ces métaux pris séparément. Cette ère était entièrement consacrée à de grandes améliorations des outils et des armes. Mais 2 inventions majeures se sont distinguées, les systèmes d'écriture et la roue. Puis vint l'âge du fer. Cette période était entièrement consacrée à l'introduction progressive du fer dans la vie quotidienne. Le fer était beaucoup plus facile à modeler en designs astucieux que le bronze. C'était important parce que le fer, surtout lorsqu'il était transformé en acier, apportait des améliorations significatives dans tous les aspects de la vie. Les outils devenaient plus légers, moins chers et plus résistants par rapport à leurs équivalents en bronze. Vous suivez? Parfait. Ainsi, les chercheurs ont longtemps débattu de savoir si le trésor remonte à l'ère post-argarique ou à la dernière partie de l'âge du bronze. La dernière étude affirme que ces artefacts ont été créés entre 1400 et 1200 avant Jésus-Christ. Et quelque chose ne colle pas vraiment. Tout d'abord, l'âge du fer a commencé environ 500 ans après la création de ces artefacts. De plus, les anciens artisans ne pouvaient pas savoir à l'époque comment travailler avec des métaux qui sont arrivés sur Terre il y a environ 1 million d'années. Et bien que les dates soient vraiment difficiles à expliquer, il existe une explication logique pour l'artisanat. La théorie ici est que ces métallurgistes avaient simplement accès à la météorite tombée, et ainsi ils pouvaient bien l'étudier et découvrir ses propriétés avant de l'utiliser à des fins décoratives. Ils auraient pu le découvrir par essai et erreur, et une fois qu'ils savaient exactement comment travailler avec ce métal extraterrestre, ils ont procédé à orner les artefacts avec lui. De plus, il y avait les Phéniciens qui ont contribué à leur artisanat. Il est vrai que les peuples ibériques travaillaient le métal et fabriquaient de la poterie bien avant que les Phéniciens ne s'installent sur la péninsule. Mais l'arrivée de nouvelles techniques de travail des métaux et l'introduction du tour de potier leur ont permis de produire des biens de meilleure qualité beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Alors, nous avons découvert les origines extraterrestres des artefacts ibériques, mais devinez quoi? Cette zone est toujours suspecte. La raison en est la langue qu'ils parlaient. Vous voyez, pour la plupart des langues modernes utilisées aujourd'hui, il y aura toujours une proto-langue. Par exemple, pour l'italien, l'espagnol et le français, c'est le latin, d'où leur similitude. Mais attendez, l'ibérique était largement parlé, là où se trouve l'Espagne moderne. Pourquoi l'espagnol n'y ressemble-t-il pas? La vérité, c'est qu'aucune langue aujourd'hui ne ressemble à l'ibérien. Peut-être seulement le basque, mais c'est en raison de quelques similitudes trouvées dans leur système numéro. Le basque est classé comme une langue isolée, ou simplement non apparentée à toute autre langue connue, et la seule langue isolée en Europe. La langue ibérienne est non classifiée. Bien que les écritures rédigées en elle aient été déchiffrées à divers degrés, la langue elle-même reste largement inconnue. Et regarde l'alphabet qu'avaient les Ibériens, on dirait qu'il n'appartient pas vraiment à notre planète. Oh, attends un peu, celui-ci pourrait être un peu tiré par les cheveux. Quand les Phéniciens sont arrivés sur la péninsule, ils ont apporté leur alphabet pour les Ibères. Mais honnêtement, les Ibères n'étaient probablement pas enclins à simplement copier le système d'écriture de quelqu'un d'autre, alors ils l'ont modifié jusqu'à ce qu'il paraisse complètement différent. Disons juste qu'ils ont pris un peu d'inspiration et s'en sont allés avec. Bien que les linguistes puissent deviner dans une certaine mesure comment la plupart des caractères sonnaient, traduire réellement la langue reste totalement impossible. La langue ibérique était non indo-européenne et a disparu il y a plus de 2000 ans, et il n'y a pas de langue similaire restante pour nous aider. Super frustrant, n'est-ce pas? Nous avons plus de 2000 inscriptions ibériques provenant de tombes, de pièces de monnaie, de poteries, de plaques de plomb, et même de gravures sur les parois des grottes.
mais à part une poignée de mots, nous sommes totalement dans le flou quant à leur signification. Si nous pouvions comprendre leur langue, nous aurions peut-être appris qu'ils étaient de grands penseurs et tout. Mais nous ne pouvons qu'admirer les œuvres d'art qu'ils ont laissées. La culture ibérique regorge de créations étonnantes réalisées par des artisans talentueux. Nous parlons non seulement de métallerie et de céramique, mais aussi de sculptures détaillées, de textiles, de bijoux et d'autres parures personnelles. Mais voici le hic. La fabrication de tous ces articles de luxe dépendait beaucoup d'une grande classe agricole. Au cœur de la société ibérique, la plupart des gens étaient impliqués dans l'agriculture et l'élevage du bétail. Selon l'endroit où vous vous trouviez, les types d'agriculture variaient. Par exemple, au nord, ils étaient entièrement consacrés à la culture des céréales, tandis qu'à Valence, ils se concentrèrent sur la production d'huile d'olive et d'autres aspects agricoles. À l'ouest, l'élevage était le centre d'intérêt. Cependant, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la vie quotidienne des nombreuses personnes effectuant ce travail essentiel. À l'inverse, nous en savons beaucoup sur la classe supérieure de la société ibérique qui contrôlait ses ressources agricoles et engageait les artisans. Dès le 7e siècle avant notre ère, nous commençons à observer un groupe de princes ibériques qui vivaient une vie de luxe, commerçaient avec les Phéniciens et profitaient d'objets de luxe sophistiqués. Vous pouvez reconnaître cette classe d'élite à travers leurs pratiques funéraires. La crémation était la méthode privilégiée pour les funérailles parmi les Ibères, et les individus riches étaient souvent trouvés dans les cimetières, avec toutes sortes de biens somptueux et de sculptures funéraires qui nous donnent un aperçu de la mode et des coiffures des riches. Fait intéressant, à partir du 6e siècle avant notre ère, il y a eu une baisse notable du nombre de sépultures reconnaissables, ce qui suggère que ces coutumes funéraires élaborées sont devenues plus exclusives à une petite élite. Pendant ce temps, le destin de la majorité, agriculteurs, artisans, soldats et ouvriers qui constituaient une grande partie de la population, reste en partie un mystère. Il s'agissait autrefois d'une civilisation assez avancée, mais elle a disparu sans laisser de traces. Les chercheurs pensent que cela pourrait être dû à un énorme tremblement de terre. Mais jusqu'à présent, nous n'en sommes pas sûrs. Bien le bonjour. Que diriez-vous de découvrir quelques artefacts cool et insolites du passé? Eh bien, allons-y. Avez-vous déjà entendu parler des miroirs magiques chinois? Ces miroirs étaient faits de bronze massif et ils avaient deux faces. L'avant était une surface polie brillante, similaire à nos miroirs typiques. C'était l'arrière qui faisait la magie. Lorsqu'une lumière vive frappait le miroir, on avait l'impression qu'il était transparent, et le dessin au dos de celui-ci était projeté sur le mur. L'arrière pouvait avoir différents motifs en fonction de ce que son créateur voulait représenter. Étant donné que le miroir était fait de bronze, personne ne s'attendait à ce que cette illusion d'optique se produise. Ces anciens artefacts remontent au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Ils sont devenus populaires en Chine et ont été produits en grand nombre à l'époque. Finalement, leur renommée s'est estompée. Pendant des siècles, la magie de ces miroirs a déconcerté à la fois le public et les érudits. Au XIe siècle, le savant chinois Shen Kuo a décidé d'étudier ces miroirs. Par chance, il en avait 3. Il a été surpris par la capacité du métal à se comporter comme s'il était transparent. Il pensait que certaines techniques de trempe avaient créé des rides à la surface du miroir pour le rendre translucide. Pourtant, ces rides étaient imperceptibles à l'œil humain. Il s'avère qu'il avait raison. De nombreux chercheurs ont essayé de percer le secret des miroirs ouverts au fil des siècles, mais tous sont restés bredouilles. Finalement, en 1932, un certain William Bragg a découvert que Shen Kuo avait vu juste depuis le début au sujet de ces rides de surface imperceptibles. De temps à autre, les gens ouvrent plusieurs onglets dans leur navigateur et arrivent à un point où il n'y a plus de place pour en ouvrir un nouveau. Apparemment, cela se produisait aussi bien avant l'invention des ordinateurs et d'Internet. Voici le navigateur du XVIe siècle. Il s'agit d'une rousse à livres grandeur nature. C'est une sorte d'étagère de bibliothèque rotative, faite sur mesure. Gregory Haworth, un médiéviste et spécialiste des sciences textuelles, affirme que cet outil avait un système d'engrenage épicycloïdaux. Cela signifie que la roue à livres avait un principe de fonctionnement semblable à celui d'un système planétaire, à savoir que un engrenage tourne autour d'un autre. Les rayons du mécanisme conservent une inclinaison constante de 45 degrés qui retient les livres en toute sécurité pendant que la grande roue tourne. Auparavant, les gens utilisaient cet outil pour rédiger des encyclopédies et pour recopier des œuvres classiques. Dans ce genre de travail,
Une personne doit avoir de nombreux livres ouverts en même temps afin de pouvoir consulter facilement des informations provenant de différentes sources. L'ingénieur italien Agostino Ramelli aurait été l'inventeur de cette machine de la Renaissance. Et si je vous disais que des pêcheurs d'éponges en Grèce ont accidentellement retrouvé un ordinateur antique? Ils ont extrait cet artefact d'une épave près de l'île d'Anticythère en 1901. Les scientifiques l'ont baptisé le mécanisme d'Anticythère et le considèrent comme le plus ancien ordinateur mécanique jamais découvert. La machine ressemble à un morceau de bronze, mais elle présente une sorte de mécanisme composé de roues et d'engrenages. Les experts ont donc d'abord supposé qu'il s'agissait d'un outil d'astronomie. Toutefois, grâce à la radiographie, ils ont découvert que l'instrument était bien plus complexe qu'ils ne l'avaient d'abord pensé. L'artefact était destiné à calculer les positions astronomiques, à suivre le cycle de 4 ans des Olympiades, et bien d'autres choses. Il contenait une boîte avec des cadrans sur l'extérieur ainsi qu'un assemblage de roues dentées. On ignore toujours qui a bien pu construire un instrument doté d'un tel niveau de complexité il y a stocké et pourquoi cette technologie a été perdue. Après avoir constaté à quel point l'appareil était sophistiqué, les chercheurs ont bien dû accepter que leur perception de l'ingénierie grecque antique était erronée. Le professeur Michael Edmonds de l'université de Cardiff admet que, sur la base des connaissances liées à leur disposition, ce mécanisme ne devrait même pas exister. Edmonds affirme que la machine est unique en son genre et que ses calculs astronomiques sont précis. Pour lui, le mécanisme d'Anticythère serait plus précieux que la Joconde. En 1929, des chercheurs travaillant au musée du palais de Topkapi, en Turquie, ont découvert une carte. Elle est devenue célèbre comme étant la plus ancienne carte à représenter les Amériques. Le capitaine Piri Reis a lui-même tracé cette carte détaillée sur une peau de gazelle en 1513. Il a illustré l'Europe, l'Afrique du Nord, la côte du Brésil et plusieurs îles, comme les Açores et les îles Canaries. Le plus excitant est qu'il a créé cette carte seulement 21 ans après que Colomb ait posé le pied sur le Nouveau Monde. Enfin, il était nouveau pour lui. Piri Reis était un cartographe et un amiral accompli à la tête de la flotte ottomane. Cependant, lorsqu'il a tracé cette carte, il ne s'est pas seulement appuyé sur sa propre expertise en matière de navigation. Il l'a créée en compilant et en faisant référence à 20 autres cartes régionales, comme la carte arabe de l'Inde, 4 cartes portugaises et la carte des parties occidentales dessinée par Colomb. Oui, la partie qu'il a obtenue de Colomb a fait battre le cœur de nombreux historiens. Ce dernier l'avait tracée lors de son 3e voyage vers le Nouveau Monde et l'avait faite parvenir en Espagne en 1498. On suppose qu'elle a été perdue. Étonnamment, les historiens peuvent maintenant comprendre ce que Colomb avait relevé en regardant la carte de Piri Reis. Anecdote amusante. Il a également dessiné une autre carte du monde en 1528. Même si seul à peu près 1/6 de cette carte a subsisté, il est clair qu'elle décrit la partie nord-ouest de l'Atlantique, la région allant du Venezuela jusqu'à Terre-Neuve et la pointe sud du Groenland. La carte figurait également l'Antarctique des siècles avant sa découverte. Les historiens ont dû repenser la chronologie de l'histoire après avoir obtenu cette information sensationnelle, car Piri Reis avait décrit en détail la topographie de l'Antarctique sans ses glaces. Dans les années 1930, des ouvriers ont découvert des dizaines de sphères mégalithiques au Costa Rica. Localement, elles sont connues sous le nom de bola de piedra, littéralement les boules de pierre. Elles ont été fabriquées par une civilisation depuis longtemps oubliée. Ce qui est intéressant au sujet de ces sphères, c'est leur forme. Elles sont parfaitement rondes. Comment d'anciennes peuplades ont pu produire des formes aussi précises demeure un mystère. Les sphères sont de tailles différentes. Imaginez-en une petite, comme une balle de tennis. Puis placez-en une autre à côté, de 2 mètres de diamètre. Les sphères les plus grandes pesaient jusqu'à 16 tonnes. Les archéologues sont certains que ces boules sont d'origine humaine. Pourtant, leur fonction reste incertaine. Certains prétendent que ces sphères pourraient même représenter le système solaire, ou pourraient en avoir été inspirées par les différentes phases du Soleil et de la Lune. D'autres avancent que la disposition des pierres ferait référence aux maisons des différents chefs de cette culture. La plupart de ces sphères de pierre ont été sculptées à partir de granodiorite, une roche dure, similaire au granit. Les experts pensent que les anciens utilisaient des pierres plus petites, du même matériau comme outil pour façonner les sphères.
Ils pensent également que les sculpteurs en ont probablement chauffé certaines parties avant de les refroidir rapidement. Cela aurait pu les aider à extraire les couches extérieures de ces roches. Notre objet suivant est ce qui semble être une ancienne pile électrique découverte en Irak en 1936. L'ensemble se compose d'un pot en céramique, d'un cylindre en cuivre et d'une tige de fer. En haut, la tige de fer est isolée du cuivre par de l'asphalte. Et à la fois la tige et le cylindre rentrent dans l'ouverture du pot. Le cylindre en cuivre n'est pas étanche. Donc, si le pot était rempli d'un liquide, celui-ci baignerait également la tige de fer. Les archéologues se sont davantage concentrés sur la tige de fer oxydée, car le récipient aurait juste eu besoin d'être rempli d'une substance acide ou alcaline pour produire une charge électrique. Après avoir examiné cet étrange artefact, un archéologue autrichien du nom de Wilhelm König a émis l'hypothèse que l'instrument utilisait des réactions chimiques pour générer de l'électricité. C'est pourquoi on a comparé l'instrument à une batterie. Une ancienne civilisation aurait pu s'en servir pour une sorte d'électrothérapie. Cependant, aucun objet électrolytique de cette période n'était encore connu. Ainsi, l'hypothèse de König a été rejetée par de nombreux archéologues, mais personne n'a non plus été en mesure de la réfuter totalement. L'origine et la fonction de ce récipient restent vagues à ce jour. Vous voulez voir le plus ancien atelier d'art du monde? En 2011, des archéologues ont retrouvé des coquilles vieilles de 100 000 ans dans une grotte sud-africaine. Ces coquillages étaient utilisés pour fabriquer de la teinture. Un revêtement de poudre rouge vif à l'intérieur d'une paire de ces coquilles en est la preuve. Les archéologues affirment qu'ils ont découvert un kit complet utilisé pour produire un mélange pigmenté. Dans une autre partie de la grotte, plusieurs peintures étaient exposées avec de petites étiquettes de prix dessus, destinées à la vente. Non, je plaisante, bien que celle-ci rendrait vraiment bien au-dessus de mon canapé. En décembre 2012, une multitude de personnes s'alarmaient à l'idée que le monde puisse s'achever dans une catastrophe. Cette peur était alimentée par le célèbre calendrier Maya. Ce système ancien de mesure du temps avait donné lieu à d'innombrables spéculations, mais l'un de ses mystères les plus intrigants restait sans doute le cycle de 819 jours présent dans certaines versions. Personne ne parvenait à en expliquer la présence ou le fonctionnement, jusqu'à ce qu'un groupe de chercheurs de Cambridge ait récemment révélé une hypothèse éclairante. Tout d'abord, comment le calendrier Maya fonctionne-t-il? La méthode employée par cette civilisation pour décompter les jours repose sur ce que nous appelons aujourd'hui le tour du calendrier. Imaginez 3 mécanismes d'engrenage imbriqués, formant des cycles interdépendants. Le premier correspond à une année solaire de 365 jours, désignée par le terme Hab. Le second cycle se compose de 20 noms, tandis que le troisième est formé par une série de 13 chiffres, aboutissant à un calendrier sacré de 260 jours, appelé Tzolk'in. De manière comparable à notre façon de désigner une date comme le 25 décembre 2025, les Mayas nommaient leurs jours en fonction de l'alignement des 3 cycles. Par exemple, un jour pouvait être identifié comme 3 maniques et 14 pop. Il faut un cycle complet de 52 ans pour que ces 3 systèmes se synchronisent à nouveau. Après quoi, les jours recommencent à se répéter. C'est ici que les choses se complexifient davantage. Certains monuments mayas comportent des inscriptions énigmatiques mentionnant un autre cycle, le fameux compte de 819 jours. On en dénombre environ une vingtaine d'exemples, principalement découverts à des endroits tels que Palenque et Yaxchilan, au Mexique. Ces inscriptions, loin d'être anodines, suggèrent que ce calendrier renferme un secret d'importance. Les premières études ont révélé que le cycle de 819 jours était associé à 4 couleurs et aux points cardinaux qui leur correspondaient. Le noir pour l'ouest, le rouge pour l'est, le blanc pour le nord et le jaune pour le sud. Les chercheurs ont également établi que cette période de temps pouvait être subdivisée en 3 cycles distincts. Un de 9 jours, un de 7 jours et un de 13 jours. En les multipliant, on obtient 819 jours. Intriguant, certes, mais pourquoi une telle structure?
Ce système de couleurs associé aux 3 cycles semblait n'être qu'une interprétation superficielle, et les spécialistes étaient persuadés que son véritable sens nous échappait encore. Une autre observation notable des chercheurs concernait la manière dont ce curieux décompte des jours était souvent représenté. Un glyphe en forme de hydraque, accompagné d'un nombre, était utilisé, mais dans certains cas, un glyphe symbolisant Kawil y était ajouté. Cette puissante divinité maya, fréquemment associée à la création et à la foudre, était traditionnellement représentée avec une torche émergeant de son front, symbolisant l'étincelle vitale. Dans les années 90, une étude a avancé une hypothèse intrigante. Lorsque l'iconographie de Kawil montrait des émanations de fumée et de feu depuis son front, elle pourrait représenter les planètes Jupiter ou Saturne, voire les deux simultanément. Cela suggérait que le compte de 819 jours pouvait être d'une certaine façon relié à ces astres. Les recherches se sont alors orientées vers la compréhension de cette connexion potentielle. La première hypothèse formulée était que ce calendrier avait pu servir aux Mayas pour suivre les mouvements de Jupiter et Saturne. Les chercheurs ont ensuite relevé une particularité fascinante. Ces cycles semblaient correspondre aux périodes synodiques de ces planètes. Par période synodique, on entend la durée nécessaire à un corps céleste, tel qu'une planète, pour retrouver une position similaire, ou presque, vue depuis la Terre. Cependant, malgré l'intérêt de cette théorie, certains aspects restaient incohérents. Chaque planète suit une trajectoire bien spécifique, et tenter d'intégrer plusieurs d'entre elles dans une période de 819 jours posait problème. En clair, ce système calendérique en 4 parties, assorti de son code de couleurs, s'avérait trop limité pour coïncider parfaitement avec les périodes synodiques des planètes visibles. Il semble donc que nous soyons revenus à la case départ. Ce mystère a déconcerté les spécialistes pendant des décennies, jusqu'à ce qu'en 2023, une nouvelle approche vienne tout remettre en question. Les chercheurs ont compris qu'ils devaient changer de perspective. Au lieu de considérer ces 819 jours comme une unité fixe de temps, ils devaient envisager ce nombre comme une série de chronologies. Ainsi, cette période ne serait qu'un fragment d'un calendrier infiniment plus vaste. Comme évoqué précédemment, ce cycle semblait être conçu pour suivre la période où une planète devenait visible depuis la Terre. Pour démontrer que ces 819 cycles représentaient des chronologies et non des jours à proprement parler, les chercheurs avaient besoin d'une planète qui pourrait servir de point de référence afin de confirmer leur hypothèse. Dans ce cas, la planète clé était Mercure, et cela pour une raison assez évidente. La période synodique de Mercure est de 117 jours, ce qui s'intègre parfaitement dans le calcul du calendrier. Si l'on divise 819 par 117, on obtient 7, un nombre entier. Mercure est ainsi la seule planète visible dont le cycle synodique corresponde parfaitement à cette période en chiffres ronds. Une fois ce point de départ solide établi, il restait à élargir le calendrier. En étendant sa durée à 20 périodes de 819 jours, un schéma cohérent a commencé à apparaître. Et, comme par magie, tous les cycles synodiques des planètes venaient s'intégrer parfaitement dans ce système. Par exemple, la période synodique de Saturne, qui est de 378 jours, s'aligne parfaitement après 6 cycles de 819 jours. Vénus, quant à elle, s'aligne tous les 5 cycles, Jupiter tous les 19 cycles, et Mars, nécessitant la plus longue période, s'ajuste tous les 20 cycles. En résumé, il faut environ 45 ans pour que Mars s'aligne avec les périodes synodiques de toutes les planètes visibles. C'est ainsi que les chercheurs ont conclu que cette ancienne civilisation ne faisait pas référence à des jours, mais à des chronologies. Les astronomes mayas avaient conçu ce décompte comme une composante d'un système calendaire plus complexe, comprenant 20 périodes. Cela soulève néanmoins une question. Pourquoi l'étude des périodes synodiques était-elle si cruciale pour les Mayas? Nous ne disposons pas encore de réponses détaillées sur ce calendrier énigmatique. Mais il est certain que les Mayas accordèrent une grande importance à l'influence du cosmos sur leur vie quotidienne. Ils cherchèrent peut-être à comprendre comment les mouvements des planètes visibles s'harmonisaient avec leurs autres systèmes calendaires. Ce système n'est toutefois qu'une facette de l'extraordinaire compréhension astrologique des Mayas. Leur savoir allait bien au-delà de l'utilisation des cycles astrologiques pour l'agriculture.
Ils possédaient également des connaissances d'une précision remarquable, comme celle de prédire les éclipses solaires. Les archéologues estiment que le lien entre les Mayas et les étoiles se manifeste dans les vestiges de leur civilisation. Un exemple célèbre se trouve dans la pyramide de Chichén Itzá, située dans la péninsule mexicaine du Yucatan. À la base de son escalier, on peut observer une tête de serpent sculptée dans la pierre. Mais le détail le plus fascinant se produit lors des équinoxes de printemps et d'automne, lorsque le jour et la nuit ont une durée égale. À ces moments précis, le soleil projette des ombres triangulaires sur l'escalier, donnant l'illusion d'un serpent ondulant le long des marches. Un autre exemple de l'intégration de leurs connaissances astronomiques se trouve à Tikal, au Guatemala. Cette pyramide, construite aux alentours de l'an 1 après Jésus-Christ, est considérée comme l'un des premiers complexes astronomiques des Mayas. Grâce à son orientation et son alignement minutieux, elle leur permettait de suivre et de calculer avec une grande précision les solstices et les équinoxes. Les Mayas étaient de chevronnés observateurs du ciel. De même que nous disposons aujourd'hui d'observatoires modernes dotés de dômes, ils avaient leur propre équivalent. C'est ainsi qu'on découvre El Caracol, dont le nom signifiant escargot en espagnol, se réfère à l'escalier en colimaçon situé à l'intérieur de la tour. Érigé aux alentours de l'an 906, cet édifice offrait l'emplacement idéal pour scruter les moindres changements dans le ciel et suivre les mouvements du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles. Contrairement à nous, avec nos télescopes, nos satellites et nos technologies de pointe, les Mayas s'appuyaient exclusivement sur l'observation à l'œil nu, ce qui rend leurs accomplissements d'autant plus impressionnants. La plus grande découverte accidentelle que j'ai faite de ma vie était un billet de 10 € retrouvé dans ma vieille veste d'hiver. Certaines personnes ont plus de chance, cependant. Elles découvrent des villes souterraines datant de plusieurs siècles, ou font des inventions qui les transforment en millionnaires. Le velcro est né d'une simple balade en forêt. Les cornflakes de Kellogg's ont été inspirés par une dent cassée, et la pâte Play-Doh a sauvé un empire commercial de la faillite par pur hasard. En 1998, l'ingénieur électricien John Williams a fait une étrange découverte qui ressemblait à une prise électrique émergeant du sol. En creusant autour, il a remarqué qu'elle était encastrée dans un petit rocher. Cette découverte a eu lieu dans une zone rurale d'Amérique du Nord, loin de toute zone urbaine ou industrielle, de tout aéroport et de toute installation électrique. Cette pièce électronique encastrée dans un solide bloc de granit a été baptisée énigmalite et est évaluée à 500 000 $. Certains scientifiques sont sceptiques quant à son authenticité, la considérant plus comme un canular qu'un artefact laissé par des visiteurs extraterrestres, comme le soutient Williams. Toutefois, le découvreur de cette roche est déterminé à prouver qu'il s'agit bien d'un vestige technologique, peut-être même d'une vraie prise. Si ce n'est pas un canular, cette petite découverte pourrait constituer une preuve que les humains, ou une autre civilisation du passé, étaient bien plus avancés que nous ne l'avions imaginé. Ils auraient ainsi pu trouver un moyen d'acheminer l'électricité bien avant les humains du 19e siècle. Williams a invité les scientifiques à examiner sa découverte sans endommager la roche pour déterminer sa véritable nature, mais personne ne s'est porté volontaire. Williams a consulté un ingénieur et un géologue, qui ont tous deux confirmé qu'il n'y avait aucune trace de colle sur le composant électronique. Il n'a pas non plus été soudé, ce qui indique qu'il est aussi vieux que la roche elle-même, datée d'environ 100 000 ans selon une analyse géologique. Le docteur John Kellogg avait une philosophie axée sur un mode de vie biologique, comprenant de l'exercice régulier, des massages, beaucoup d'eau, l'abandon des mauvaises habitudes, peu de caféine et pas du tout de viande. À la fin du 19e siècle, il a pris la direction d'un institut de santé dans le Michigan. Il a un jour concocté un mélange de farine, d'avoine et de semoule de maïs. Convaincu que la cuisson des grains entiers à haute température les rendrait plus digestes et plus sains, il a cuit le mélange 2 fois. Initialement, il en avait fait des biscuits, mais impatient s'est cassé les dents dessus. Ensuite, il a décidé de les briser en petits morceaux. Il est difficile de déterminer exactement comment les cornflakes de Kellogg's sont nés, car il existe de nombreuses versions de l'histoire. La femme de Kellogg, Ella, ainsi que son frère Will, prétendent tous deux avoir joué un rôle dans la création des fameux flocons, tout comme plusieurs autres membres de la famille et du personnel de l'établissement. La légende de la compagnie voudrait qu'un jour de 1898, de la pâte de céréales à base de blé ait été laissée de côté trop longtemps, fermentant au cours du processus.
Lorsqu'elle a été finement étalée, la pâte légèrement moisie s'est transformée en ces parfaits, grands et fins flocons qui sont devenus croustillants et délicieux au four. Au fil des années, Will Kellogg a continué à modifier la recette et a réalisé que le maïs, et non le blé, produisait des flocons encore plus croustillants et savoureux. Sa marque, Kellogg's Corn Flakes, est devenue une entreprise à plusieurs milliards de dollars. Un jour, l'ingénieur suisse Georges de Mestral est allé se promener avec son chien et est revenu avec un concept qui s'avérerait plus tard révolutionnaire. En rentrant de forêt, de Mestral a remarqué que son pantalon et la fourrure de son chien étaient couverts des petites pointes de xanthium. Il a examiné les barbes sous un microscope et a remarqué qu'elles s'apparentaient à de minuscules crochets qui se fixaient aux boucles des vêtements et de la fourrure. Déterminé à reproduire cette technologie naturelle, il a entrepris de concevoir un système d'attache extrêmement solide, aux multiples applications pratiques. Après plusieurs années de recherche et d'expérimentation avec différents matériaux, il a finalement opté pour le nylon. De plus, il a dû mettre au point un métier à tisser spécial capable de tisser des fibres dans les bonnes tailles, formes et densités. Après 14 années de travail acharné, de Mestral a finalement présenté au monde le velcro, dérivé des mots velours et crochet. Bien qu'il ait espéré que son invention remplacerait les fermetures éclairs, l'industrie de la mode l'a initialement perçue comme bas de gamme et peu attrayante. La NASA a toutefois reconnu son potentiel et commencé à l'utiliser dans les combinaisons spatiales et les casques des astronautes dans les années 1960. Aujourd'hui, le velcro est omniprésent, avec une multitude d'applications, des chaussures aux jouets en passant par les coussins des sièges d'avion. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le chauffage au charbon était la norme dans la plupart des foyers, laissant de la suie qui s'incrustait partout dans la maison, en particulier sur les papiers peints. Kuttol Products était le principal fournisseur de nettoyants pour papier peint de l'époque. Cependant, dans les années 1950, de plus en plus de gens ont adopté le gaz, le pétrole et l'électricité comme source de chauffage, ce qui a largement résolu le problème de toute cette suie. Le propriétaire de Kuttol Products essayait désespérément de sauver son entreprise. Pendant ce temps, sa belle-sœur, qui était institutrice en maternelle, a lu qu'un nettoyant pour papier peint pouvait être utilisé pour fabriquer des décorations. La pâte à modeler traditionnelle était trop difficile à manipuler pour ses élèves. C'est ainsi qu'elle a décidé d'expérimenter avec ce matériau. Et ça a très bien fonctionné. Elle a partagé sa découverte avec ses proches et a proposé un nom pour ce nouveau produit. Play-Doh. Avec la société Kuttol au bord de la faillite, c'était l'opportunité idéale pour une reconversion. Rapidement, des grands magasins comme Macy's et Marshall Field ont montré de l'intérêt pour ce nouveau jouet et ont commencé à le distribuer. Au début, la Play-Doh n'existait qu'en blanc, mais elle a rapidement été déclinée en rouge, bleu et jaune. Ils ont apporté plusieurs modifications à la recette originale, mais la composition de base reste largement la même que celle utilisée pour nettoyer le papier peint. Une légende urbaine affirme que si vous prenez toute la pâte à modeler Play-Doh jamais produite et la faites passer dans leur machine, vous obtiendrez un serpent assez long pour enrouler la planète 300 fois. Un Turc rénovait sa maison lorsqu'il a abattu une cloison de sa cave à coups de masse. À sa grande surprise, il a découvert un tunnel caché derrière le mur, qui conduisait à une ancienne ville souterraine. Ce tunnel conduisait vers d'autres passages, des salles et des chambres. Cela s'est avéré être un complexe souterrain entier de 18 étages, dépourvu d'habitants et depuis longtemps abandonné. C'était la cité de Derinkuyu, conçue il y a des milliers d'années pour accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Quiconque l'a construite a fait preuve d'une grande maîtrise, car creuser des tunnels dans cette roche tendre présente des risques d'effondrement considérables. Aucun des étages de Derinkuyu ne s'est jamais effondré. La ville était équipée d'un système de ventilation sophistiqué, comprenant plus de 15 000 puits d'aération. Les niveaux supérieurs bénéficièrent de la meilleure ventilation et étaient réservés aux chambres et aux espaces de vie. Les niveaux inférieurs servaient principalement au stockage, mais comportaient également des oubliettes. Entre les deux se trouvèrent des espaces dédiés au bétail, une école, un couvent et de petites églises. John Martin, un professeur de sylviculture, se promenait une nuit dans une forêt du Wisconsin. Il utilisait une lampe torche à UV pour repérer les lichens, les champignons, les plantes et les grenouilles qui brillent sous cette lumière. Soudain, il a entendu un écureuil volant couiner près d'une mangeoire à oiseaux. Il a braqué sa lampe torche sur l'animal.
Il s'est passé beaucoup de choses au cours du premier millénaire de l'ère chrétienne. Bien sûr, nous parlons de 1000 ans d'histoire humaine. Si tu te souviens de tes cours d'histoire, tu sauras qu'il s'agit de l'époque de l'ascension et de la chute de l'Empire romain. C'est aussi l'époque où nous sommes entrés dans le sombre Moyen-Âge. Et certains disent que c'est la période d'apogée de la civilisation Maya, en Mésoamérique. Mais grâce au progrès technologique, nous pouvons aujourd'hui regarder l'histoire d'une manière bien différente. Tu vois, les archéologues ont trouvé des preuves réelles que la civilisation Maya pourrait avoir commencé bien plus tôt, et que depuis son origine, cette civilisation était loin d'être simple. Pour en savoir plus, tu devras plonger dans les forêts tropicales du Guatemala. Prêt pour la balade? Les forêts tropicales sont denses et difficiles d'accès. Si tu étais archéologue, tu les trouverais également très menaçantes. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous sommes restés si longtemps dans l'ignorance au sujet des Mayas. Mais regarde un peu ça. Tu t'attendrais à voir des ruines de ce genre au Portugal, en Angleterre ou aux États-Unis. Je parle de ces routes de 40 mètres de large, peintes en blanc, pour aider les voyageurs à se déplacer la nuit. À titre indicatif, ces routes faisant environ la moitié de la taille d'un terrain de football américain. Enorme. Les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de 160 vecinos satanistiques de routes similaires, et ils pensent qu'elles détiennent devant les toutes premières ruines mayas répertoriées à ce jour. Ces routes, qui traversaient parfois des terrains marécageux et pouvaient même être surélevées, sont en quelque sorte les premières autoroutes du monde. On ne dispose pas de registres répertoriant les véhicules à traction animale, mais on pense que ce réseau reliait entre elles 964 localités mayas. C'était comme une immense toile d'araignée. Et d'après ce que les archéologues ont trouvé, ce réseau constituait un système d'interactions économiques et sociales. Cela bat complètement en brèche l'idée traditionnelle selon laquelle la période préclassique maya, que l'on situe entre 1000 et 350 avant notre ère, était constituée de petites colonies tribales. Imagine la main-d'œuvre et les capacités d'ingénierie qu'il fallait pour construire des autoroutes comme ça. Les scientifiques y pensent que ces chaussées furent donc construites à peu près de la même façon que les pyramides. Si ces gigantesques ouvrages architecturaux t'intéressent, ne t'inquiète pas, nous en parlerons dans quelques instants. Les scientifiques pensent que ces routes furent bâties avec un mélange de boue et de pierres de carrière, et avec plusieurs couches de calcaire aussi, bien sûr. Les chercheurs n'ont pu découvrir tout cela que grâce à une toute nouvelle technologie d'imagerie. Tu sais qu'on a utilisé la technologie du sonar pour cartographier le fond de l'océan? Eh bien, cette technologie est très similaire. Mais au lieu d'utiliser des sons, elle utilise des lasers. Ce système permet aux chercheurs de voir à travers l'épaisse voûte forestière, un peu comme un vision à rayons X. Cela a incontestablement changé la donne. On a commencé à exhumer les cités mayas au milieu du XXe siècle. Depuis, des ruines de villes telles que Tikal, Palenque et Uxmal ont été redécouvertes. Mais revenons quelques instants en arrière pour situer le contexte. Les Mayas étaient l'une des plus grandes civilisations précolombiennes d'Amérique. Jusqu'à présent, les experts pensaient qu'à son apogée, cette civilisation comprenait plus de 40 villes, avec une population de plusieurs millions de personnes. Ça fait beaucoup de monde. Son territoire s'étendait sur la péninsule du Yucatan, au Guatemala et au Belize. Et il survivait principalement grâce à l'agriculture. Mais cette péninsule était un endroit très hostile aux cultures. Les Mayas durent donc mettre au point un système d'irrigation complexe dans leurs villes. Ils construisirent des bâtiments cérémoniels, des pyramides, des places et même des terrains pour jouer au ballon. Les Mayas furent peut-être de grands bâtisseurs de pyramides, mais ils développèrent aussi un système astronomique avancé. Avec la technologie dont ils disposaient, ils étaient capables de prédire l'emplacement exact de planètes telles que Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Jetons maintenant un coup d'œil à certains de leurs sites. Voici Tikal. Situé au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal aurait été la capitale de l'ancien empire maya. À son apogée, son importance était comparable à celle de villes comme Londres ou New York dans le monde d'aujourd'hui. Il est composé de plusieurs monuments. Au total, le site compte 12 000 bâtiments. L'Acropole Nord est le plus ancien complexe de monuments de Tikal. Construite uniquement de main d'homme vers 350 avant notre ère, elle servait de lieu de repos aux rois et aux chefs. Ces monuments mesurent
jusqu'à 60 mètres de haut. À l'époque, les pyramides à degrés étaient peintes d'un beau rouge. Les Mayas adoraient cette couleur. Aujourd'hui, bien sûr, il ne reste que le calcaire. Nous avons dit que l'empire Maya s'étendait sur plusieurs pays. Il n'est donc pas surprenant que Chichén Itzá se trouve aujourd'hui à 10 heures de route de Tikal. Il n'y avait pas de querelle entre ces sites. Il s'agissait simplement de centres-villes différents. Un peu comme New York et Los Angeles. On y trouve l'une des pyramides les mieux préservées de la planète. Située dans l'état mexicain du Yucatan, cette cité Maya a plus de 1500 ans. À son apogée, elle abritait 35 000 personnes. Le site s'étend sur une superficie de 10 km². Son centre est El Castillo, un énorme temple en escalier d'une hauteur de 25 mètres. Sa caractéristique principale est qu'il comporte 91 marches sur chacun de ses 4 côtés. En comptant la plateforme supérieure, cela fait 365 marches. Le même nombre de jours que dans l'année solaire. Ça donne à réfléchir. Et voici la cité perdue de Palenque. Cette autre cité Maya aurait accueilli plus de 6000 personnes à son apogée. Les archéologues ont fait de curieuses découvertes sur ce site. La plus étrange fait immédiatement penser à Indiana Jones et à Tomb Raider. L'un des bâtiments de cette cité serait la dernière demeure de la Reine Rouge de Palenque. C'était la grand-mère du dernier roi Maya. En son honneur, un énorme monument fut construit pour conserver son corps après son décès. La découverte de la tombe elle-même fut un événement passionnant. Les archéologues ont trouvé un ancien monument en creusant sur le site en 1994. Ils ont tout d'abord vu une pièce avec une porte cachée. En ouvrant cette porte, ils sont tombés sur un couloir de 2,5 mètres de long. Au bout de ce couloir se trouvait la chambre de la reine. Et à l'intérieur, la momie de la reine elle-même. Ils l'ont trouvée accompagnée de ses perles, de ses coquillages de jade et de ses pierres précieuses. Mais en explorant les vestiges, l'équipe a remarqué quelque chose d'étrange. La pièce était remplie d'une poudre de couleur rouge. Les chercheurs savaient que cette couleur était importante pour les Mayas. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi la reine avait été enterrée avec cette substance inconnue. Ils en ont ramené un échantillon qu'ils ont analysé et ont découvert que cette poudre était du cinabre, un minéral très dangereux. Lorsqu'elle est inhalée, elle peut causer de graves dommages à la santé. L'équipe a conclu qu'il ne pouvait être sûr que d'une pique pour quiconque tenterait de voler ces trésors, une vraie malédiction. Une chose qui a toujours troublé les chercheurs est le manque de données concernant le déclin de cet empire tout-puissant. Quelle aurait pu en être la cause? La sécheresse? Une maladie? De nouvelles recherches menées en 2017 ont tout de même permis de faire la lumière sur cette question. À partir de données recueillies à Saibal, un site situé au sud-ouest de Tikal, les scientifiques ont analysé des céramiques et autres objets exhumés lors de fouilles archéologiques afin d'en savoir davantage sur la disparition inexpliquée de cette civilisation. Ces informations ont montré qu'au lieu d'un effondrement soudain, les Mayas auraient disparu à la suite de plusieurs périodes d'instabilité sociale et de crise politique. Ces événements auraient détérioré les centres-villes et provoqué la dispersion de la population. Et toi, que penses-tu de tout cela ?